depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Bienvenue au podcast en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Officiellement. Salut! Ok, excuse. Ah non, mais vas-y, salut! Ben, salut, tu peux continuer. Bonne année 2026. On est officiellement, aujourd'hui, à l'heure de l'enregistrement, le premier jour de 2026. Le jour 1. Ouais. Y a-tu un PLE aujourd'hui, le jour 1, non? Ou c'est fini cette affaire-là? Non, il n'y a pas de show. Même en fin de semaine, il y avait un show de lutte, je pense, je ne me trompe pas. Québécois aussi. Il n'y a pas. Tant non, mieux. c'est relax. Ah oui, maintenant, il faut prendre un break à un moment Ben donné. oui, le temps en famille, tout ça. En plus, il fait pas beau dehors en plus, fait que ça aide pas là, de sortir. Là. Non, c'est ça. Mais en réalité, on est le dimanche 11 janvier. Et, c'est le matin, checker sa fenêtre à lui. Là. On vous parlera, c'est ça. On vous parlera pas d'actualité parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Puis probablement qu'il s'est passé des grosses choses le 5 janvier. Mais en tout cas, moi, je sais quelque chose que j'ai écouté beaucoup de Year in Review, là, de différents YouTubers puis tout. Là. Ouais. Puis c'est que j'ai aimé ça cette année. Pourquoi? Parce qu'il blastait beaucoup Paul Triple H. Fait que ça m'a fait du bien. Mais c'est ça, la différence entre toi et moi, c'est que souvent le monde va penser que toi t'es le face, moi je suis le heel. Là. C'est un peu Ben, le même c'est vrai marche, aussi. là. Ben oui, c'est vrai mais aussi. Là. Celui qui a le plus de haine en dedans, c'est toi. Là. Ah, mais juste pour certaines personnes, pas au complet. Là. Ben, moi non plus, pas au complet. Moi, tout, ça dépend. Mais bref, non, c'est ça. Moi, c'est juste. Il y a certaines personnes qui. Il a fait des belles choses sur Paul H, mais il a fait plus de mauvaises choses que de belles choses dans sa vie. Pour te rendre au top, c'est pas. Faut pas que tu sois le Saint-Esprit. Il faut juste que tu sois un saint un vrai toton. Bref, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de ça, évidemment. On est là pour le premier podcast de l'année. Puis on commence ça en force cette année, un peu comme on l'a fini. On va commencer ça avec la biographie de John Cena. Évidemment, on vous a parlé de sa dernière année, sa dernière run. Fait que c'est sûr que le GOAT, ouais, c'est ça. À la fin du podcast, on ne fera pas toute l'année au complet. On va en parler un peu plus en large puis aller écouter notre dernier podcast de 2025 officiel pour avoir l'année puis tout ce qu'on en a pensé. Mais évidemment, grosse carrière de John Cena. On va en parler en long et en large parce qu'après ça, bien évidemment, ça va devenir un ambassadeur et probablement un Hall of Famer probablement l'année prochaine. D'après moi, WrestleMania cette année devrait être si Coco Beware peut l'être, je ne sais pas pourquoi John Cena ne le sera pas. Là. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'ils veulent. Quoique non, l'année prochaine, c'est en Arabie, le WrestleMania, fait que le Hall of Fame, je pense non, pas que ça soit c'est pas ça là-bas. Non. À Vegas, c'est une bonne place. Ou sinon, il peut attendre l'année d'après aussi. Ça presse pas non plus. Ben non, il n'y a absolument pas de presse non plus. Là. Ouais, c'est ça. Mais avant ça, dans le temps des fêtes, on vous a offert des petits spéciales, évidemment. Bret Hart versus Shawn Michaels, les reviews, presque toutes les reviews de leur match 1 contre 1. On en a en pay-per-view, ils sont toutes là. En pay-per-view, ils sont toutes là? Parfait. On a tout fait, ouais. En pay-per-view, ils sont toutes là. Donc, en audio seulement, bien important. Balado Québec, Apple Podcasts et Spotify. Pas disponible sur YouTube parce qu'on l'a fait juste, on l'a tapé juste en audio, celui-là. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a aussi les meilleurs moments de l'année 2025 qui est disponible aussi. Les meilleures entrevues. Évidemment, vous avez Jimmy Colera, vous avez Vince Russo, vous avez Raymond Rougeau, vous avez Brooklyn Brawler qui est là. Allez écouter ça. Puis sinon, les réseaux sociaux, là, on a été quand même assez tranquille, mais évidemment, c'est le temps des fêtes. À travers la table, lui, ça va être de retour en live le mardi 20h30 à compter du 13 janvier 2026. Ce mardi, dans 2 jours exactement, à l'heure que vous écoutez le podcast et non à l'heure où on l'enregistre. C'est ça. Ben non, le podcast à 9h le matin, on ne va pas le travers la table à 9h le matin. Non, c'est ça que je te dis.
OK. Toi, tu t'es déjà mélangé en 2025, ça ne s'améliore pas en 2026. Hein? Non, New Year, New Me, moi, je sais tout par cœur. Puis, sinon, les cadeaux, t'as-tu mangé à ta faim, Boostan, Burger King, c'est quoi qui a fait ton bonheur? Ben, j'ai mangé comme d'habitude, là. Burger King. C'est pas Boostan, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, par exemple. Okay. Ben, Burger King, je te dirais, puis Domino's. Puis Subway hier, j'ai mangé. Pas mal ça, là. Toi, t'es un gars de resto, toi. Ouais, mais moi, c'est ça, j'ai un problème, là. 2026, il faut que je cut down avec ça, là. Les affaires de Uber Eats, puis tout, là. Il te reste 2 mois parce que après moi, dans 2 mois, ton cardio sera pas prêt. Ben, ça dépend, là. J'ai commencé à boire de l'eau. Hey, toi aussi? Hey, cheers! Cheers, buddy. Moi, avec, c'est fini l'alcool pour au moins 2 jours. Je veux dire 2 mois. Wow, méchante résolution. T'as-tu un but pour 2026? Qu'est-ce que tu veux voir, mettons, dans la lutte? Mettons, qu'est-ce que tu veux voir dans la lutte? Puis qu'est-ce que tu veux accomplir au podcast? Qu'est-ce que tu aimerais? Bold, ça peut être bold. Ben, encore les meilleures entrevues avec du monde connu, puis encore d'autres nouveaux lutteurs québécois, nouvelles lutteuses aussi. Fait que non, ça. Puis côté lutte, ben, surprenez-moi. J'ai pas vraiment d'attente. J'ai pas vraiment de je veux que tel lutteur gagne telle affaire ou je veux que telle compagnie fasse telle affaire. Surprenez-moi. Y a-t-il un dream match que tu penses qu'il peut se faire que tu aimerais voir en 2026? Mettons là, qui est possible, là, bingo card possible. Ben j'ai peut-être pas un match, mais j'aimerais ça qu'Adam Cole revienne et qu'il soit correct. Là. Ça pourrait être un wish pour 2026. Ouais. Ça pourrait être ça. OK. Y a-t-il un gars d'entrevue que tu aimerais avoir que, mettons, là, qu'on a pas. Que... Ah ouais? Ouais. Ça pourrait être cool. Ben, pas impossible en plus. Non, c'est pas impossible, c'est ça que je le dis, sinon je le dirais pas. Là. Mais je sais pas si c'est les mêmes prix que quand il voulait se faire booker, parce qu'à un moment donné, il coûtait très cher, lui, sur le market. En même temps, c'est normal aussi. Là. C'est un bold prediction aussi. Là. C'est pas une affaire qu'on va faire demain matin. Là. Non, c'est ça. On ne sait jamais, hein, des fois, ça lui tourne les mains. Puis, ça serait fou que demain matin, on ait on a un call de lui. Là. Hey, les gars, j'ai entendu le podcast hier. Après le podcast, je vais envoyer 100 emails. Hey, les gars, j'ai entendu le podcast, il n'est pas sorti encore pour vrai. Là. En tout cas, on nommera pas de nom, mais il y a du monde qui veut se faire booker sur le podcast, absolument. Mais bon. Ça... Bon, ben ça. En temps et lieu. Parfait. On les voit, mais ces personnes-là, on les voit pas. Non. Effectivement, on les voit pas. C'est le temps de ton cue pour continuer avec la biographie de John Cena. Oh, c'était ça mon cue. Ouais. Hey, c'était bon comme cue. Mais là, on les voit pas. Mais qui qu'on voit pas non plus? You Can See Me. Et voilà. On le verra plus. John Cena, évidemment, qui a terminé sa carrière à Saturday Night Main Event le 13 décembre dernier, en 2025. Donc, on commence l'année avec la biographie de John Cena parce que c'est un pionnier, quelqu'un qui a porté une ère pas facile. Je dirais quasiment aussi qu'il était là au bon moment parce que est-ce que John Cena aurait réussi dans l'Attitude Era? Peut-être. La gimmick, oui. La gimmick aurait pu marcher dans cette ère-là, mais c'est ça. Fait que, il était peut-être là. Des fois, c'est une question de timing aussi. Mais John Cena, le rapper, il aurait marché dans l'Attitude Era. Là. Ouais, absolument. Ouais. C'est peut-être plus dans la Golden Era que ça n'aurait pas marché, John Cena, je pense pas. Mais non, Chris, il aurait fait comme Hogan. Arrête. Ben oui, ça aurait été la même affaire, sauf qu'il n'aurait pas fait de rap. Là. Ouais, bref. C'est discutable, mais forcé d'admettre que moi je le dis souvent, là, ça n'a jamais été mon préféré. Je respecte ce qu'il a fait. J'ai beaucoup aimé son air rapper, ses débuts. Peut-être les 2 premières années de sa carrière, je les ai vraiment beaucoup aimés. Mais c'est quand même, si on met ça en perspective, puis on veut mesurer l'impact qu'il y a eu sur la lutte en général, il y a eu une plus longue carrière que Hogan, Rock, Austin dans la lutte, dans le sens que dans la même compagnie, c'est lui qui a été là le plus longtemps de tous ces gars-là. Fait que Cena, carrière de 20 ans à WWE, oui, il y a eu des pauses, mais des pauses de blessures ou de films. Mais si tu regardes ça, il a fait plus que Hogan, plus longue carrière qu'Hogan à WWE en temps non arrêté, puis Rock puis Austin. Oh ouais, absolument. C'est quand même fou, là. Quand même fou. Fait que
À date, c'est quasiment un sans faute. Là, je veux dire, c'est un gars de compagnie, il a toujours été là. Il a été très controversé. Mais je pense que maintenant, quand on le regarde aujourd'hui, la controverse fait un peu partie de son personnage. Je trouve que ça rend sa carrière encore plus mythique parce que c'était un des seuls qui a été applaudi puis hué en même temps, mais que les réactions ont toujours été très fortes. Là. Il n'y a jamais eu de silence quand Cena était là. Ben, il y a eu des réactions, point. Là. C'est ce que le monde recherche souvent. Là, C'est ça, la lutte, c'est ce que les promoteurs aussi veulent parce que c'est souvent ça qui. Tu sais, des fois, tu achètes des billets, il y en a qui achètent des billets pour haïr du monde, puis il y en a qui achètent des billets pour aimer du monde, mais Cena faisait les deux. Fait que ça remplissait des arénas. Il remplissait le quota des deux côtés. Exact. Puis c'est quand même assez exceptionnel parce que je me souviens pas de mon vécu, puis tu me corrigeras, mais je me souviens pas d'un autre lutteur qui a été aussi partagé dans les opinions tout au long de sa carrière. Là, parce que lui, ça a été vraiment tout au long de sa carrière. Là. Très tôt dans sa carrière. Triple H, peut-être, non? Tu vois, je faisais jamais huer et applaudir en même temps. Ben, il y a beaucoup il y a deux côtés, je te dirais. Il y a beaucoup de monde qui l'adore, puis il y a beaucoup de monde qui sont pas capables de le sentir. Là. Ouais, mais toute sa run au complet, ben non. Toute sa run au complet. Ouais, quand il était face, il était vraiment face. Quand il était heel, il était vraiment heel. Mais sinon, il y avait des. Avant que la foule se tourne contre lui en rapper, il était quand même très populaire, puis il n'y avait pas. Ouais, ben, en fait, on va en parler, mais quand il était rapper, quand il est devenu heel officiellement, c'est là que le monde a commencé à l'aimer, mais quand il était face au début, le monde ne l'aimait pas non plus. Ouais, mettons. Ouais. Tu sais, je veux dire, le monde n'a jamais été au même moment, à la même place que Cena, quasiment. Oui, il y a eu des hardcore fans comme toi, mettons, mettons, sur 15 000 personnes dans un aréna, il y a 5 000 personnes qui ne l'aimaient pas ou 7 000 personnes qui ne l'aimaient pas, puis l'autre l'aimait. Mais c'est quand même exceptionnel de ne pas casser, puis continuer à avoir un succès, puis vendre autant de merch malgré les huées que tu entendais. Ouais, absolument. Il faut lui donner si on ne pourra jamais y enlever. Non. Fait que John Cena, l'homme, la légende, évidemment, un gars du Massachusetts à Boston, donc West Newbury, Massachusetts, est né le 23 avril 1977, donc 48 ans à ce jour pour la légende John Cena à l'heure de sa retraite. Évidemment, a commencé, comme tout bon catcheur, a commencé à jouer au football très jeune dans sa carrière. Mais ça n'a pas été... il n'a pas été rempli de succès dans ce genre de carrière-là. C'était son sport de jeunesse, évidemment, un fan des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, un fan de toutes les équipes de Boston. J'ai vu que c'était un fan aussi les Devil Rays de Tampa Bay. Au baseball, c'est un fan de cette équipe de baseball-là et les Red Sox de Boston. Quand même... Pas pourquoi il est fan des Devil Rays, mais bon, il doit avoir ses raisons rendu là. Je ne l'ai pas demandé. Hein. Ben, gars, il y a bien du monde ici que les Canadiens sont pour leur équipe préférée. Là. Toi, ça? Ouais. Tu prends, mettons, Canadien, ils se rendent en finale de la Coupe Stanley, t'es-tu content ou t'es pas content? Ben, ça dépend contre qui. Mettons, tu cheers pour eux autres? Mettons, c'est pas contre les Canucks? C'est pas contre les Canucks, je vais cheerer pour eux autres, mais il y a toujours une partie de moi qui va vouloir qu'ils perdent parce que quand ils gagnent, le monde s'enfle la tête ici, puis ça vient pas le fun. Ouais, mais le meilleur, c'est quand même le fun de les regarder jouer. Oui, quand il avait été en Coupe Stanley contre Tampa Bay, il y a 5 ans, 6 ans? Ouais. Dans la pandémie, je pense, c'est arrivé cette affaire-là. Ouais, 2021. Ouais. Fait que, tu sais, oui, je cheerais pour eux autres, mais en même temps, je me disais, s'ils gagnent, si le monde va s'enfler la tête, comme j'ai dit il y a 2 secondes, puis disons que les fans du Canadien, des fois, c'est give or take. On peut le voir avec les gardiens de but en ce moment. Il y en a un qui c'est le meilleur du monde. Après ça, c'est plus poche. Après ça, c'est le meilleur. C'est ça, le gars, il va marquer 2 buts en 2. Il va faire un hat-trick. La game d'après, il va avoir 0 shot au net, mais on va chialer qui n'est pas bon. T'sais. Ça doit tout être des fans de John Cena, les fans du Canadien. Les gros fans, là, hardcore fans. Là. Peut-être. Mon tambour Sox. Exact. Let's go, mon tambour. Évidemment, Cena, après sa carrière de football, c'est plus dirigé vers les études qui se concentraient sur l'anatomie humaine, tout ce qui est bien manger, toutes ces choses-là. Donc, la physiologie, ouais, c'est ça. Puis, il s'est dirigé vers le bodybuilding, donc il s'entraînait très, très fort au gym pour faire des compétitions de bodybuilding. Évidemment, un de ses idoles aussi, Arnold Schwarzenegger, qui a fait de carrière là-dedans. On sait que Triple H aussi était un gars qui looked forward beaucoup pour ça. Fait
Cena allait au gym, faisait des compétitions de bodybuilding, ce qui a très bien réussi. Puis, évidemment, il était déjà fan de lutte à l'époque. Il regardait la lutte. J'ai pas mis les photos pour ceux qui m'ont écouté sur YouTube, mais dans les différents reportages ou vidéos qui ont été faites sur John Cena à travers sa carrière, la photo qu'on se rappelle le plus, c'est celle avec la ceinture en genre de jouet carton qui pointe comme ça et qui devient champion. Photo mythique, c'est sûr que quand tu deviens une légende, ce genre de photo-là, après ça, ben, ça a une signification spéciale parce que c'est ton rêve qui est accompli. C'est vraiment très nice. Puis évidemment, Cena, fan de catch, va s'entraîner dans un gym très souvent. Il a toujours été très constant dans sa prestance et dans son entraînement. Et à un moment donné, il va rencontrer un certain Dave Bautista dans un gym. Je ne me trompe pas, c'est en Floride. Puis il va lui dire t'as un bon look, toi. Tu devrais être. Ah, c'est-tu Dave Bautista? Je me trompe-tu de nom? C'est-tu Bautista? Parce que Batista, il a commencé à faire comme Cena. Fait que s'il l'a eu avant. Ouais. Non, c'était Bautista. Puis dans le fond, c'est que lui, il l'a vu dans un gym, puis lui, il commençait à lutter. Fait que tu devrais être le physique de l'emploi, tu devrais aller t'entraîner à être lutteur et tout ça. Fait que c'est ce qu'il a fait. Puis il a commencé sa carrière de lutteur professionnel en 1999 pour la Ultimate Pro Wrestling UPW. Puis il avait remporté le championnat du monde poids lourd à la UPW à ce moment-là. En l'an 2000 exactement. Puis évidemment, ça, tu sais, tous les territoires, peu importe où tu luttes dans le monde, des fois, même au Québec, tu as l'impression que tu ne te fais pas voir puis que tu n'attires pas l'attention, mais partout, il y a du monde qui check tes vidéos. Puis surtout dans notre temps aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les matchs voyagent beaucoup. Fait que à cette époque-là, c'était un peu plus tough parce qu'il fallait que tu fasses un tape. C'est ce que John Cena avait fait. Là. Il avait fait un genre de self-tape qu'il avait envoyé à la UPW pour se faire prendre. Puis ça a été évidemment, ça a été ses promos qui ont attiré l'attention. Puis à cette époque-là, c'était sûr qu'il n'était pas ce qui est devenu aujourd'hui comme gars qui est capable de coter une promo facilement. Mais quand tu l'as, là, ça se développe après. Mais quand tu as un certain charisme, tu es capable d'attirer l'attention avec ça. Je pense que c'est probablement son meilleur atout, son atout numéro 1 pourquoi il a percé et il a réussi dans le monde de la lutte. Si je me souviens bien, je pense qu'à l'époque, il était à UPW. Je pense qu'il y avait du monde comme Nigel et Samoa Joe qui était là comme lutteur aussi. Là. Ouais, ben, il était entraîné là-bas par Christopher Daniel puis Dave Finlay. Fait que c'est quand même fou. Puis c'est pour ça aussi qu'il avait fait son hommage à Christopher Daniel. Là, il a fait c'était AJ Styles, je pense qu'il a fait le Fallen Angel aussi là, dans ce combat. Là. Ouais, le Angel's Wings. Angel's Wings, excuse-moi. Fallen Angel, c'est son surnom. Angel's Wings, parce qu'AJ, évidemment, c'était un gros rival de Christopher Daniel. On se rappellera du match aussi Three-Way avec Samoa Joe. C'est meilleur ami aussi. Un de ses meilleurs amis, puis c'est lui qui a entraîné Cena aussi par là-bas. Je n'étais pas tellement au courant avant qu'on fasse qu'on parle de Cena l'année passée. Puis même toi, tu avais été étonné. Je te l'avais posé dans une question quiz. Tu avais dit ah ouais, Christopher Daniel, c'est bizarre. Oh ouais, c'est pas que je savais par cœur non plus. Là. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, mais bref, donc ça a commencé en 1999 et est devenu champion poids lourd de la UPW en 2000. En 2001, la WWF va attirer son attention. John Cena va attirer l'attention de la WWF et va évidemment signer un contrat de développement en 2001 où il va aller s'entraîner à la OVW, alors qu'il va prendre le nom de Prototype, qui est un peu une gimmick mi-humain, mi-robot, là, si on peut dire, évidemment, qui est basé pas mal sur son physique. On a quand même entendu parler souvent de Prototype à travers les années, TJ, mais j'ai pas vu tant de combats que ça. Le combat que je me rappelle d'avoir vu, justement, je pense que c'est contre Batista à OVW. Là, c'était pour la belt ou quelque chose comme ça à un moment donné. Ça se peut-tu? Il me semble que je l'ai vu contre Rico. Moi. Ah, c'était contre Rico, ouais? Ben, sûrement. Peut-être pas le match que toi tu parles en ce moment, mais j'ai déjà vu comme ça contre Rico Constantino. Là, évidemment, Rico de Billy and Chuck. Ouais. Ça, c'est fou. Parce que à la OVW, justement, Rico, ça va être son partenaire. Il va devenir champion par équipe à OVW avec. Puis, évidemment, Cena avait un potentiel, un physique qui attirait pas mal plus l'attention, parce que c'était sûr et certain que dans l'avenir, lui et Rico n'allaient pas
rester une équipe et n'allait pas évoluer sur le main roster ou c'était pas les plans de les faire évoluer sur le même roster ensemble. Mais c'est ça, ils ont fait équipe. Et évidemment, c'est peut-être une des meilleures années pour le futur de la WWEF, tout ce qu'on a vu par la suite. Évidemment, on se rappellera toujours de Brock Lesnar, Randy Orton, Leviathan qui était Batista et aussi Shelton Benjamin. Puis j'écoutais des entrevues, évidemment, avec la carrière de John Cena dans le mois de décembre. Il y a eu pas mal d'entrevues dans différents podcasts, que ce soit Something to Wrestle With, que ce soit Busted Open, que ce soit Not Sam Wrestling aussi, qui est sur le channel aussi. Chris Van Vliet aussi. Chris Van Vliet aussi, ouais, ça c'est vrai. Tu as raison de le mentionner. C'est un des plus populaires, Chris Van Vliet, pour les entrevues. Là. Ah ouais, il y a du monde à tous les semaines différents. C'est nice en Chris pour vrai. Je ne sais pas comment il a fait son compte, là, mais chapeau. Ouais, mais apparemment que ce que j'avais entendu dire de Natalia puis une autre personne, c'est que quand ils vont là, ils n'ont pas l'impression qu'ils vont se faire coincer avec des questions genre Non. pour avoir des scoops. Là. Il est vraiment juste un passionné de lutte puis il aime ce qu'il fait. Fait que, il se fout du reste. Là. Mm-hmm. Fait que, comme nous autres un peu. Oui. Là. Ouais, ça. Là. Mm-hmm. Puis c'est ça. Puis qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ouais, c'est ça. C'est que il disait que celui qui avait le plus... les deux lutteurs qui travaillaient le plus dans cette QB-là, c'était John Cena puis Shelton Benjamin. Là. Benjamin, c'était l'athlète par excellence qui disait que peu importe ce qu'il va faire, il va réussir parce qu'il est trop bon athlète. Lesnar, il était là pour son physique, puis c'est vraiment impressionnant. Orton était là, évidemment, parce qu'il y avait le nom aussi, fait qu'il voulait le développer. Puis Batista, c'était un projet. Fait que il n'était pas vraiment dans un plan au début. Puis c'est lequel qui avait dit ça? Je me souviens pas c'est qui exactement. Si je retrouve le nom, je vais vous le dire. Là, mais il disait que John Cena, c'était le gars avec le moins de potentiel dans cette liste-là, là, celui qui pensait qu'il allait moins réussir dans toute la gang. Mais que c'était lui qui travaillait le plus fort parce que c'est lui qui le voulait le plus. Ouais. Fait que, on a vu ce que ça donnait avec les années. Puis je regarde le truc, dans ces 5 noms-là. Mettons, lui puis Batista, je pense que c'est les gars qui étaient le moins de potentiel in-ring skills. Là. Ben, c'est les autres qui avaient la meilleure shape de la gang aussi. Là. Ça a aidé beaucoup. Là. Mais même, j'avoue que Brock aussi, là, quand même. Mais je pense qu'il avait une meilleure shape que Brock un peu. Là. Pas beaucoup, là, mais un petit peu quand même. Là, ouais. Ben, en fait, eux, ils avaient des meilleures shapes, mais Brock, c'était plus qu'il était fort naturel. C'était un lutteur amateur aussi, puis c'est ça. Ouais. Comme Shelton aussi, je pense, hein, je ne me trompe pas. Shelton, puis lui, aussi, deux. Ouais. Donc, fait que, tu sais, évidemment, on va se rappeler aussi du call-up avec son premier match. Puis ça, c'est quand même assez rare parce qu'en 2002, il va faire ses débuts à SmackDown. Dans son premier match, il va accepter, évidemment, la semaine d'avant, ça avait été le moment où il y avait eu la promo de Vince McMahon avec Ruthless Aggression, avec tous les lutteurs dans le ring. Ouais. Tu allais-tu le faire? Non? Ruthless Aggression! Bon, parfait. Voilà, c'est fait. T'aimes ton rôle, hein? Ouais, c'est correct. Sound bad guy. Puis, c'est quand même rare qu'un lutteur va avoir un... Ben, en fait, c'est pas rare. Son premier match officiel sur le main roster contre un gros lutteur, puis qu'après ça, ça décolle dans le sens qu'il ne va jamais vraiment retomber en bas. Oui, il n'a pas été main eventer right off the bat, mais ces 2-3 premiers combats ont fait en sorte que ça a fonctionné. Évidemment, on va se souvenir de la promo de Kurt Angle, Who the hell are you? I'm John Cena. Là. Qui était vraiment habillé en lutteur générique. Là. Il ne peut pas être plus générique que ça. Malgré que je regarde ça, puis j'aimais quand même ses sous. Il n'y avait rien de dégueulasse là-dedans. C'est juste que c'est ça, c'était très générique. C'était genre tenue de base quand tu fais un bonhomme à SmackDown, mettons. Là. Ouais, exactement. Puis, évidemment, il a perdu le premier match contre Kurt Angle, mais avait fait bonne impression. Ouais, c'était bon. Puis, j'ai pas regardé ce match-là depuis un méchant bout, puis je devrais peut-être, là, mais j'avais pas l'impression que ce combat-là m'avait fait dire à l'époque que, ah oui, John Cena va être quelqu'un. Ben, c'est normal. En même temps, c'est juste prédire l'avenir aussi dans ce temps-là, mais il y a beaucoup de
similarité avec Austin Theory, là, dans le sens même genre de build, puis même genre de charisme un peu. Là. Pour vrai, je pense que c'est peut-être pour une raison pourquoi ils ont fait le programme entre Cena et Theory plus tard. Là. C'est qu'il y avait beaucoup de parallèles entre les deux, côté shape, côté jeunesse. Mais pour vrai, c'est sûr que, comme je l'ai dit, c'est sûr de prédire l'avenir, mais moi, je pense qu'il y a montré assez de choses là-dedans pour montrer qu'il belong quand même si c'était peut-être pas comme main eventer, comme on sait qu'il est devenu. Puis évidemment, ben, on parlait de gros gars, Kurt Angle, qui était un des meilleurs, selon moi, de la business all around, là, si on veut faire un portrait. Son deuxième combat va être contre Chris Jericho. Un autre combat qui a fait tourner les têtes. Puis tu sais, je veux rien enlever à Cena, là, puis c'est un peu son hommage. Là, mais quand tu luttes tes deux premiers matchs contre Jericho et Kurt Angle, je veux dire, c'est quand même deux gars qui sont bons pour te faire bien paraître. Là. Tu peux pas te tromper, mettons. Non, c'est ça. Si tu parais mal, c'est dur. Puis, évidemment, c'est deux combats qui vont mettre rapidement John Cena sur le spot, mais même malgré après ces deux combats-là, il y avait eu une petite baisse de régime. Là, il y avait eu un bon high, mais après ça avait retombé parce que, évidemment, tu affrontes deux gars. Fait qu'après, si tu n'as pas un combat de championnat ou quelque chose de même, souvent, ça va stagner. Puis c'est ça qui est arrivé avec John Cena. Mais une affaire qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'après son match contre Kurt Angle, il y a un segment backstage avec Undertaker là, qui va le voir, puis il serre la main, puis c'est genre pour montrer qu'il belong. Là. Ça a quand même fait une belle affaire pour lui là, d'avoir ça. Mais je me rappelle que plus tard, il a fait la même affaire que Taker qui allait voir un gars backstage pour dire féliciter de son match, puis c'était Orlando Jordan. Mais disons que ça n'a pas été le même résultat. Ben, ils l'ont fait avec Jeff Hardy aussi, en single. Oui, mais Jeff Hardy était là depuis longtemps. Je veux dire, rookie. Ouais, il était déjà établi. Là, ouais, dans le sens, c'est ça. Puis il a fait ça avec Orlando Jordan couple de mois après. Puis c'était pas le même impact. Mais Orlando Jordan, on rit, mais il était quand même pas mauvais dans les rings. Non, il était correct. C'est pas une question de talent. C'est juste que. C'est ça. C'est ça. Maintenant, t'es un parmi combien, là, tu sais. Ouais, il a plafonné très vite, mettons. Exactement. Au moins, il a été avec le cabinet, une des meilleures factions ever. On en reparlera un jour peut-être. Puis c'était le dernier opposant du Warrior aussi. Ultimate Warrior? Ouais, son dernier match à vie, c'est contre Orlando Jordan. À SmackDown? Mais non, pas à SmackDown, en Australie, je pense. Pour pour vrai? WWC, je pense, en le même. Ah ouais? Ouais, c'est le dernier opposant de Ultimate Warrior, c'est Orlando Jordan. Ah ouais, je pense que ça me dit quoi, mais c'est quand même cool. Ouais. Quand même cool pour vrai dans une carrière. Il fait quoi aujourd'hui, Orlando Jordan? Je sais pas. On pourrait l'appeler. Il est-tu sur ta bingo card de 2026? Ben, je sais pas, là. Ça dépend de toi. Parfait. On lui dira que tu as dit que Taker l'a félicité puis qu'après ça n'a pas donné le même résultat. Voir qu'est-ce qu'il va répondre. Oh, on fera ça. Parfait. Comme je disais tantôt, ça allait un peu plafonner rapidement après pour John Cena parce que oui, il y avait le physique, il y avait le vouloir, il y avait le talent, mais souvent, ça prend un petit quelque chose de plus, ça prend une gimmick, ça prend quelque chose pour essayer d'aller chercher un petit oomph de plus. Puis, dans une histoire que vous connaissez peut-être ou peut-être pas non plus, Stephanie McMahon avait entendu John Cena rapper backstage. Évidemment, Cena était très bon avec les mots, faisait du rap en arrière. Puis, elle avait dit à John Cena Hey, tu devrais faire ça à la télé. Puis lui, il avait dit non, je suis pas à l'aise, j'ai pas envie de faire ça, c'est pas quelque chose que je veux. Puis elle avait été dire ça au writer, puis à Vince, pas tout ça. Vince Pritchard. À Pritchard, puis ils ont fait on va essayer ça. Puis je te montrer la photo sur YouTube il n'y a pas longtemps, mais la première apparition officielle de John Cena en tant que rapper, c'était au party d'Halloween avec Stephanie McMahon, qui était GM à l'époque, qui a fait. Ouais, ça c'était une belle époque. Je me rappelle de ce segment-là. Comment il était habillé. Ouais, surtout. Évidemment, John Eric Cena Bischoff avait aussi. Qui ça? Eric Bischoff aussi. Ah, c'était avec le masque quand ils se sont embrassés, là? Ah ouais. Ouais. Wow. Ouais, je me souviens aussi de ça. Ouais, c'était vrai. Puis tu veux-tu un complément d'information sur Jordan puis Warrior? Oui. C'est arrivé le 25 juin 2008 à Barcelone, en Espagne. C'était pour la New Wrestling Evolution, donc NWE. OK. Oh, NWE. Parfait, ça. Pas la nôtre, là. Ah, OK. Bon, je me souvenais pas d'avoir... Ben, mettons que... Booké Warrior contre Master Kid, là. Ben, je l'aurais fait. Tu vois, même Orlando Jordan contre Master Kid. Ouais, tu vois, je l'ai plugué au cas où qui écouterait le podcast. Parle-moi encore.
On va essayer de le parler de lui à chaque podcast. Au moins chaque rétro. On va essayer. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce qui a fait qu'on a eu droit au Doctor of Togonomic. Puis officiellement, la foule commençait à huer Cena avant, mais avec le Doctor of Togonomic, ils ont officiellement fait le heel turn sur John Cena pour évidemment une gimmick de rapper. Puis ils ont bien fait. Là, et moi, c'est ma. Tu sais, à partir de là, jusqu'à temps qu'il gagne son premier titre mondial, peut-être un petit peu plus après. Pour moi, c'est ma meilleure. Écoute, je capotais sur John Cena dans ce temps-là. Évidemment, j'aime beaucoup la musique hip-hop et tout ça, fait que ça aide. Là. Mais c'est les premières années que j'écoutais, que j'avais de score, puis que j'avais le droit d'écouter la SmackDown chez nous, puis que j'avais eu tous les postes. Je me rappelais comme c'était hier, là, c'était fou. Là. Puis j'étais dans ma période un peu comme ça aussi, je m'habillais un peu comme ça aussi. Fait que tout marchait avec moi. Il est venu me chercher directement dans mes goûts. Là. C'était malade. Mais c'est drôle le contraste parce que moi, je me rappelle dans ce temps-là, c'est quand Randy Orton, c'est pas un gars que j'aime beaucoup vraiment, là, mais quand il était Legend Killer, Randy Orton, là, c'était comme toi avec Cena, je capotais dessus, j'avais son chandail, tu capotais vraiment dessus. Après ça, quand il a commencé à devenir heel, puis il a commencé à être le Viper, puis de se raser la tête, puis d'être le gars qui entend des voix dans sa tête, puis là, je commençais à genre, non, laisse faire. Mais pour vrai, t'aimes pas ça, le monde avec des voix dans la tête? Non. Hey, toi, arrête. Mais j'aimais beaucoup, on va en reparler durant le mois de février, là, mais j'aimais beaucoup Randy Orton aussi. Ça a été mon après Triple H, là, Randy Orton, pendant un bout. Là. Parce que j'aime tout ce qui est un peu arrogance. Je parle pas de Rick Martel, là, malgré que j'aime beaucoup Rick Martel. Oui. Mais fait que c'est ça. Mais ouais, John Cena, il était vraiment dans ma talle de tout ce que j'écoutais, comment je m'habillais, puis ses promos. Moi, j'aime beaucoup les promos, ce que tu disses le monde, on peut dire. Là. Fait que, c'est ça. Fait que ça marchait beaucoup. Puis évidemment, ce qui arrive souvent dans le monde de la lutte, puis depuis la NWO, là, on va le dire, là, DX, là, les heel cool, là. Fait que c'est ça, tranquillement, il était heel, mais il commençait à se faire aimer des fans. Mm-hmm. Un beau programme aussi que je me souvenais pas tant que ça, je sais pas pourquoi, contre Eddie Guerrero au début. Qui a aidé John Cena parce que Eddie aussi était en pleine ascension. Eddie, c'est un bon lutteur. Ils ont fait des belles choses ensemble aussi. Il a fait le match dans le ring de feu là, avec les chars et tout, là, le Street Fight. Là, à oui, c'est vrai. Ouais. Ben oui. Puis ils ont sorti justement les bonhommes de ça, là, une couple d'années, là, le SmackDown, là, il y avait ça. C'était Eddie Piscina avec cette gear-là qu'il y avait. C'était genre un 4-pack, je pense. OK. Je me souviens pas de ça, mais OK. C'était cool, ça. Fait que ça, Cena, évidemment, avec son programme avec Eddie en heel, ça l'a un peu aidé à la foule à le remettre avec lui sur le droit chemin. Puis après ça, ben, il va avoir son personnage, comme je disais, son personnage de rapper. En 2003, il va avoir un nouveau manager aussi avec lui, Bob Buchanan, qui l'accompagnait. / partner plus que manager, mais oui. Ouais, c'est ça, ouais. Mais le pire, c'est que je sais pas pourquoi, ou c'est peut-être de la nostalgie, mais je trouvais qu'ils étaient bien ensemble. Oh ouais. Buchanan marchait avec. Mais c'était pas Buchanan son nom à cette époque-là. C'était B2. B2, ouais, c'est ça. Fait qu'évidemment, ça marche. Je trouve c'est un enforcer un peu qui peut l'aider à gagner des matchs. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Là. Tu m'as envoyé quelque chose pendant qu'on parle. Ok, c'est ça. Tu peux l'envoyer? Ouais, le bonhomme, là. Mais les bonhommes. Tu l'as vu se popper quelque part, ça fait là, c'est sûr. Là. Ah, ok. Ouais. Ah, cool. Pourquoi pas? Ouais. Très cool. Puis, fait que c'est ça. Puis, ce qui est nice aussi là-dedans, c'est que après ça, il va commencer à avoir des segments qui vont l'aider. Évidemment, il va rentrer au Royal Rumble de l'année d'après. Il va se faire éliminer par Undertaker. Tu sais, encore là, c'est un peu comme on avait dit avec, je pense que c'est l'année passée avec Joe Hendry, quand Joe Hendry s'est fait éliminer par Roman Reigns. Ça, on s'avait dit, puis les gens de la lutte s'avaient dit, ben tu sais, il pourrait se faire éliminer par n'importe qui dans le Rumble, mais ça tombe que c'est Roman Reigns. Fait que des fois, quand tu te fais éliminer par un gros gars, c'est pour te mettre un intérêt, un spotlight sur toi aussi. Là. Ça peut être vu comme ça. Fait que dans ce cas-là, avec John Cena, c'était ça avec Undertaker. Oui.
Il va y avoir un match justement contre Undertaker à Vengeance aussi. Donc, un autre match qui a fait très bonne figure, puis ça me fait rire de voir sur YouTube ce thumbnail-là du poster parce que Cena avec habillé comme un rapper avec son chapeau à la. Bucket, Pas la- un bucket hat. Un bucket hat, ouais, c'est ça. Puis Taker, c'était Evil Biker. Taker. Non, c'est Biker. C'est pas Evil, non. C'était pas Big Evil. Big Evil est en heel. Là. Fait que, C'est Taker de Biker. Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça, exact. Le Taker qu'on n'aime pas, dans le fond. Là. Ouais, ben c'est pas. Ouais, ça dépend qui, là, mais oui, en général. Là. Puis, ça va même, après ce combat-là, ça va lui donner même un match contre Brock Lesnar pour le titre WWE, parce que Brock Lesnar était champion de WWE depuis peu. Il avait battu The Rock à SummerSlam en 2003, 2002, 2003, 2003, hein? Ouais. The Rock puis Lester, c'est en 2002. 2002, Ouais, ouais, c'est ça. SummerSlam. Fait qu'il il était champion depuis SummerSlam 2002. Puis, le fait d'avoir un combat de championnat aussitôt contre Brock Lesnar, je ne sais pas si c'était une bonne idée ou c'était juste peut-être un test pour voir s'il était capable de belong dans ce genre de match-là. Ben, si tu évolues, t'as pas le choix d'avoir des matchs de même. Là. Tu peux pas juste rester dans le low card tout le temps. Faut que tu aies une coupe d'affaires de même. Mais parce qu'il avait feudé avec Brock un petit peu avant ça, là, dans le temps qu'il avait commencé son rapper gimmick. Là. Puis, beaucoup de monde, beaucoup de monde le savent, il y a peut-être de monde qui ne sauront pas, mais que je le dise. Là. Mais le FU à la base, c'était pour contrer le F5 de Brock. Là. Ouais, parce que Brock ne voulait pas l'affronter, puis il a dit OK, tu peux pas m'affronter, ben FU. C'est pour ça qu'il a fait son fils s'appelait le FU, c'était pour une parodie de celui de Brock qui était le F5. Puis non, pour vrai, c'était bon. Puis je me rappelle tout le temps un match contre Brock à SmackDown, où il fait un fameux rap. Là, ce qui, genre, en exemple, il dit le site, ça va où? Le tatou dans ton doigt ressemble à ta mère, whatever. Puis, It's a nice tattoo of your mother on your back. Ouais, ça c'était bon à Chris, ce rap-là. Ouais. Puis aussi, rapidement pour Taker, je me rappelle dans le build-up de ça, il avait fait un rap à un moment donné dans le cimetière aussi. Là, puis, c'était très cool, ça. Il disait qu'il n'était pas enterré Taker, puis tout, puis la légende d'Undertaker. Puis non, pour vrai, il a fait des belles choses, John Cena. Là. Ouais, c'était vraiment une belle. Tu sais, quand tu commences, il faut que tu fasses un impact, mais il a fait un genre de. En 2 ans, il a fait comme le gars générique, puis il a switché en rap. Puis le switch de rapper, je pense que c'est vraiment un moment important dans sa carrière. Je pense que s'il n'y a pas de Dr. Togonomic, je pense que ça ne marche pas. Ah, mais si Stephanie McMahon le découpe en train de rapper dans l'autobus, puis il se fait peut-être qu'il se fait releaser parce que, bon, ben, au pays, il y aurait eu le classique, genre, ben, on va te releaser, mais va continuer à t'améliorer ailleurs, puis peut-être qu'on va te ramener éventuellement dans le futur. Mais non, pour vrai, s'il n'avait pas fait ça, je pense pas que la carrière a été aussi bonne qu'elle l'a été. Là. Ça l'a beaucoup aidé. Puis ses promos ont été, dans ce temps-là, tu en as parlé avec Taker, mais Brock aussi, c'était vraiment bon. Même Eddie Guerrero, je me souviens d'une couple d'affaires qui était très cool aussi. Là. Fait que c'était vraiment nice. Kurt Angle aussi, on va se rappeler du fameux. Même Angle plus tard avait rappé avec Kurt Angle, avec John Cena. Là, fait que c'est des moments assez iconiques. Un moment, moi, que je ne sais pas pourquoi. Souvent, il y a des carrières de lutteurs, puis pourtant, comme je disais, c'est pas mon préféré. Mais il y a le premier titre US de John Cena et le premier titre mondial de John Cena. Les deux l'ont marqué. Les deux se sont passés à WrestleMania. Un à WrestleMania 20, puis l'autre à WrestleMania 21. WrestleMania 20, évidemment, on a vu la force incroyable de John Cena avec Big Show. Et on va le voir plus tard aussi avec Lesnar, comment il avait bardassé Big Show. Va devenir champion US, son premier titre à la WWE en carrière. Va devenir champion US, va devenir face par le même moment, va introduire la spinning belt, la spinner belt, qui va aussi introduire quand il va devenir champion éventuellement World Heavyweight. Champion de WWE, en fait. Puis c'est une belle touch. Évidemment, on l'avait déjà vu avant avec Austin. On l'avait vu avec The Rock aussi. Il y en avait-tu eu un autre qui avait eu sa propre belt? Costume, il y en a une couple là, quand même avant. Là, mais... Warrior en avait une, me semble. Une belle costume. Était mauve, là, puis tout. Là. Mais c'était très original pour la gimmick puis pour l'époque. Puis ça a tombé ses nerfs de bien du monde par la suite parce que souvent, il perdait la belt puis la belt restait spinner. Là. On en reparlera un peu plus tard. Là.
Avec Edge. Avec Edge, entre autres, là, c'est ça. Mais souvent on dit il va regagner la belt, ça reste de même. Là, mais bref, c'était une belle petite touch. Puis c'était une méchante belle run en champion US, là, évidemment, John Cena. Puis il a été champion longtemps, un petit peu. Là, il a été. Pour moi, c'est un des meilleurs champions US de tous les temps. Là, parce que oui, il y a cette run-là au début de sa carrière, mais il y a aussi la run dans ses Open Challenge un peu plus tard dans sa carrière qui a été bénéfique pour plusieurs lutteurs. Puis que même aujourd'hui, ça a encore sa place dans la sphère de SmackDown. Mais la rivalité contre Carlito, pour moi, reste une des rivalités les plus marquantes, puis une que j'ai le plus adoré de John Cena. On parle des Edge, des CM Punk, des name it, là. Mais celle contre Carlito, pour moi, est encore ancrée dans ma mémoire. Puis c'était les débuts de Carlito aussi, il venait d'arriver à WWE. C'est son premier match, il avait battu Cena pour la US. Là. C'est ça le big angle qu'il avait fait. Là. Puis éventuellement, c'est ça. Il y avait une storyline où Carlito, il y avait son bodyguard, là, Jesus, qui avait stabé Cena dans le club. Puis c'était une vraie blessure de Cena. Pour vrai qu'il avait righté off de même. Puis quand il est revenu, il a pété Jesus à, je pense, Armageddon, enfin de même. Puis il l'a pété en genre 2 minutes. Là. Mais le pire, c'est que l'angle avec le poignardage dans le bas, ça marche parce que si tu es un rappeur, tu sors dans des places un peu dangereuses, on va dire ça comme ça. Là. Ça marche avec le personnage de Cena aussi. Ça fait gangster, ça fait thug. Ouais, exact. Ça fait thug. Comme ils disent les jeunes, c'est thug. Yo les jeunes! Mais c'est ça, fait que tu sais, il a mis over Carlito dès le début. Puis ça avait été une surprise à l'époque que Carlito batte Cena dès le premier match. C'était un newcomer, puis Cena commençait à être populaire pas à peu près. Là. Il était vraiment dans son prime. Avec l'era Rock Fools. Exact. Donc, fait que c'est ça. Puis moi, ça a été quelque chose qui m'a particulièrement que j'ai particulièrement apprécié. Puis c'est, mettons, si je veux dans le passé revoir des matchs, ça va être la première chose que je vais aller voir. Ça va être les interactions entre Carlito et Cena. Puis Carlito était, c'est pas chassé, il était très cool aussi dans ses promos, dans son approche. Là, c'était différent. Puis évidemment, c'était l'air où tu as eu les. Pourquoi tu dis ça? C'est très cool. Évidemment, avec les Carlito et Chris Master, là, c'est comme cette petite. Ces entrées-là, le Master Lock Challenge, Carlito, c'est tout arrivé en même temps. Là, à peu près, ouais. Fait que, bien apprécié. Sinon, ça va aller aussi avec. Il y avait un match à Judgment Day avant son combat contre Undertaker à Vengeance. Il avait été avec Chuck Palumbo qui avait battu Chris Benoit puis Spanky à Judgment Day. Ça avait été un de ses matchs de pay-per-view en début de carrière. Fait que, il y avait un petit fil avec Kurt Angle, avec Spanky, que tu as dit aussi. Puis, No Way Out contre Kurt Angle. No Mercy, excuse, No Mercy. Puis au début, c'est un des seuls matchs que Cena a tapé. Puis aussi, attends, il y avait quoi, je voulais dire? Attends, parce qu'au départ, quand il était Babyface, il y avait un tag team partner. Qui ça? John Cena, tu viens de citer qui? Attends, c'était pas Don Mary? Non. C'était un match contre Don Mary contre Kidman et Wilson. Mais c'est un gars, c'est ça, c'était avec Billy Kidman. Billy Kidman, ouais, c'est ça. C'est son tag team partner, puis c'est tourné contre lui pour faire son premier heel turn. Quand tu tournes contre Billy Kidman, ta carrière va. Hein? C'est quand même random, mais ça dépend. Billy Kidman avec ou sans manteau? Ouais, mais Billy Kidman, c'est Billy Kidman. Puis Tori Wilson aujourd'hui aussi. Coquine. Coquine. C'est correct quand même. Ouais, mais c'est une belle femme pour son âge. Oui, pour elle, sans joke, là. Ouais. C'est comme moi, pour mon âge, je suis un bel homme. Attends une minute. Bref. Je vais avoir un sound effect pour ça, mané. Ouais, voilà. They're back, people! Wow. Évidemment, pendant cette période-là aussi, ce qui va être US Champion, pendant cette année-là, il va y avoir des combats intéressants, il va y avoir des matchs contre René Dupré et Rob Van Dam, mais il va aussi avoir sa série de matchs contre Booker T. Ouais. Et ça aussi, là, c'est un des bons moments là, qu'on ne parle pas souvent dans la carrière de John Cena, puis je pense même pas qu'on a entendu parler dans la dernière année. Là. C'est-tu un 4-7 ou un 3-5? C'est un 3-5? 3-5. Ouais. Best of 5. Ouais, Best of 5 Series. Puis il avait conservé son titre, là, il avait été jusqu'à la limite de ça.
Puis, mais ça, là, je comprends pas pourquoi ça. Tu sais, Booker T travaille avec la WWE en plus. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été parlé pendant sa dernière année parce que c'est un. Ah, tu fais. Mais Ouais, mais. c'était bon. Non, mais oui, c'était bon, mais là, de le mettre, d'en parler, ou peut-être une petite mention, peut-être, là, mais d'en parler longtemps, c'est pas comme c'était comme. C'est Ah pas non. comme les meilleurs matchs non plus. Là. Non, mais c'était important dans sa run. Il vient de battre Big Show. Il a battu à la Booker T. Leur dernier match, c'était à SummerSlam pour le Best of 5 Series. Ouais, Il a battu à SummerSlam. Puis, non, pour vrai, c'était très bon là, comme programme. Moi, je m'en souviens. Ça, puis Carlito, c'est mes deux matchs que je me souviens le plus. Mes deux segments que je me souviens le plus dans cette ère-là de John Cena. Tu te souviens-tu la feud random de Booker T et Cody Rhodes genre en 2013, là, quand Booker T était commentateur? Là? Oh, non. Ça fait longtemps, mais oui, il y avait une petite storyline que, dans le fond, Cody Rhodes n'arrêtait pas d'écœurer Booker T parce qu'il avait pris sa retraite et qu'il n'était pas aussi bon qu'avant. Mais il a même fait un match à pay-per-view, me semble, un contre l'autre, les deux. Mm-hmm. J'ai pensé à Booker T, je pensais à ça, mais oui, c'est quand même random quand même. T'en parlais tantôt avec Jesus. John Cena avait fait un retour au Royal Rumble par la suite, en 2005, où ça avait fait éliminer par celui qui allait éventuellement gagner le Royal Rumble et remporter le titre à WrestleMania 21, Ghost Hollywood, World Heavyweight Championship, en fait, Batista. On sait la suite que Batista avait dans la storyline. D'ailleurs, parenthèse, tantôt, je scrollais sur Internet, puis il y avait la phrase que Randy Orton il disait à Batista, à Elimination Chamber, il aurait pu te sauver la vie, mais il a décidé de se mettre à terre. Puis il dit, ouais. Puis là, il dit, il y a personne qui s'intéresse de voir ce footage-là. Il dit, non, moi, Hunter, ça m'intéresse de voir le footage. Puis il dit, roll the footage. Puis là, il dit, ça faisait 45 minutes, j'étais là, j'avais perdu du sang, Dave. Tu sais que si j'avais pu, j'aurais pu te sauver. Ouais, je me rappelle, il a fait ça devant, il s'est levé dans les airs, il a fait. Ouais. Puis tu te souviens aussi, à un moment donné, à Raw, il passe devant. Batista, puis Triple H, je regarde là, puis il le regarde pas dans les yeux. Genre. Ouais, Batista, il est là, tout le long, il le regarde de même. Ça, man, là, c'était quelque chose. Là. Ça, c'était un bon build pour Triple H. Puis les matchs aussi étaient bons. Je comprends pas comment les matchs contre Orton ont tellement chié que contre Batista, ça a donné genre. Je sais pas. Une chimie, peut-être. Peut-être aussi le fait que dans sa tête, Triple H, il pensait que Batista avait plus besoin de se faire glider qu'Orton, peut-être. Peut-être qu'il laissait peut-être plus de gens à Orton, puis ça a donné des matchs de même, peut-être aussi. Là. Ouais, ça fait du sens ce que tu dis, ouais. Il a comme steppé up sa game parce qu'il s'est dit, il est moins bon dans le ring, peut-être. C'est ça, parce que quand tu as un opposant que tu juges moins bon, ben, tu vas peut-être plus le leader pour être sûr que ton match soit bon. Puis sinon, quand tu me donnes, tu as un lutteur qui est super bon. Maintenant, tu luttes contre AJ Styles, tu sais que tu n'as rien à faire, tu vas être correct. Là. Mais si tu luttes contre, je sais pas, moi, un gars plus bas dans la carte, un nouveau venu qui monte, faut que tu le guides un peu plus. Là. Mais des fois, tu as des matchs contre les meilleurs. Les deux meilleurs au monde se battent ensemble, puis ça donne pas. On vient de faire l'affaire de Brett Pichon, mais pour Brett Pichon, c'est deux bons lutteurs, mais la chimie ensemble est correcte, mais pas aussi bonne qu'elle devrait l'être quand tu vois ces deux noms-là face à face dans un match-up card. Là. Ils ne s'aimaient pas beaucoup non plus, peut-être que ça n'a pas aidé. Là. Ben, même quand ils s'aimaient, les matchs n'étaient pas super bons non plus. Là. Parlais de Batista et sa run de 2005. Pendant ce temps-là, John Cena était champion US juste avant. Évidemment, il est rentré en rivalité avec le cabinet. Ce qui allait devenir le cabinet de Orlando Jordan, que tu en parlais tantôt. Justement, c'est Orlando Jordan qui va battre Cena pour gagner la ceinture US avant que John Cena entre en programme Road to WrestleMania 21 Goes Hollywood contre JBL. Pour y débarrasser de la belt, puis en même temps pour donner une affaire de plus dans le storyline. Là. Ouais. Et ça aussi, on n'en parle pas souvent, mais c'est une très bonne rivalité. JBL, c'est un très bon heel. Personne ne voulait le voir là, vraiment. C'est un gars qui frappait fort, une grande gueule. Puis c'était l'opposant parfait pour que John Cena devienne un babyface respecté et qu'il devienne world champion. Je pense que vraiment, c'était bien aligné, là, vraiment pour que. Je sais pas, je trouve que ça marche beaucoup. Puis moi, j'étais content. Là. À ce moment-là, j'étais encore dans le Ben Wagon Cena. J'étais content qu'il gagne la ceinture contre JBL. J'aimais beaucoup JBL aussi. Mais le fait qu'il gagne, l'année d'avant, il gagne la US. Toute l'année, tu as les matchs pour la US. Tu as les matchs contre Booker T qui est bon en milieu d'année. Après ça, tu t'en vas là-dessus. Tu gagnes ton premier championnat. Fait que, tu vois qu'il y a une constance à
on construit quelque chose, puis on construit quelqu'un pour l'avenir. Mhm. Bien fait, je trouve, à date, dans sa Absolument. carrière. Ouais. Puis va remporter le combat à WrestleMania 21. Un combat correct, là, c'est pas un grand Non, combat, c'est pas très bon. C'est pas très bon, mettons. mais ça fait ce que ça devait faire, ça a buildé un Ouais. futur Hall of Fame. Mhm. Fait que c'est ça. Évidemment, la rivalité ne va pas s'arrêter là aussi. Il va y avoir un combat très sanglant, un I Quit match à Judgment Day par la suite, où on a vu des images là, que les deux saignaient comme des cochons, comme ils disent. Ouais, la fin était nice de ce match-là. Je me souviens pas. C'est, je pense que c'est Cena qui a genre une lead pipe dans les mains, puis là, l'autre, il est plein de sang proche de l'entrée, puis il dit non, ok, c'est beau, ce que je I quit. Puis là, après ça, il pense que vu qu'il a dit I quit, Cena ne continuera pas à casser la gueule, puis il donne un coup de pipe, puis il refonce dans le décor, puis il pète le décor. Là. Mm-hmm. Ouais, c'était vraiment nice en crise, ce match. Ben, cette fin-là. Puis je trouve ça nice que ce match-là soit violent puis ensanglanté. Parce que des fois, au bon moment, le sang est bon. Là. Oh, ouais. Puis on dirait que c'est comme, OK, là, tu es devenu champion, mais est-ce que tu es prêt à faire tout ce que tu peux faire pour rester champion? Parce que moi, ton adversaire va le faire. Puis ça donne que là, il l'a fait. Fait que, ouais. Storyline-wise, c'était parfait. Et un autre grand moment que je me souviens comme si c'était hier, c'est le draft de 2005 par la suite, où ce que John Cena est drafté à Raw. Premier draft pick avec Jericho dans le ring, évidemment. Ouais. Ce qui va mener à... Puis ça, je m'en souviens parce que c'est dans le temps qu'on luttait encore puis qu'on s'était beaucoup inspiré de cette rivalité-là, surtout d'un move en tant que tel. Ouais, le finish Jericho-Cena, là, où il fait les points en tilt-a-whirl puis il baisse ses épaules, ouais, on l'a fait souvent, celle-là. Je pense qu'à un moment donné, pendant 2 mois, on s'avait battu quasiment à chaque semaine, puis dans chaque semaine, il y avait un counter pour ce finish-là ou quelque chose. Oh, ouais. C'était bon. C'était comme des house shows, là. Fait que c'était cool. Oh, ouais. Il y avait un trio aussi contre Christian, si je ne me trompe pas, c'était Vengeance. Vengeance, ouais, c'est vrai. Ouais. Le même Vengeance, puis à SummerSlam contre Jericho. Le même Vengeance qu'il y avait eu Batista contre Triple H dans Hell in a Cell. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis les Grease de Solution, Dave. Ouais, c'est ça. Avec quand il tient en pédigré, puis les mains décollent, puis oh non! backdrop ses steps. À part Foley, je pense que c'est probablement la meilleure rivalité de Triple H, puis son meilleur temps. Là, je pense côté build, c'est la meilleure. Là. Ouais, c'est le meilleur. Puis c'est fou ça, parce que quand Cena est arrivé à Raw au draft, c'était vraiment comme, mettons, comme une équipe de hockey qui vient de drafter son Celebrini ou McDavid ou peu importe. C'était vraiment la grosse affaire. Ah oui, c'était malade. C'est-tu le premier draft, ça? Ouais, c'est le premier draft, hein? Non, le premier draft, en deuxième? OK. C'est quand même... c'est genre le 3e, 4e, là, je te dirais. C'est quasiment l'affaire qu'on se souvient qui est le plus mémorable là, dans tous les drafts, là, vraiment, que ça a été... fait que... Est-ce que c'est à cause du nom de Cena ou est-ce que c'est parce que... Qu'est-ce qui fait que cette acquisition-là, ce draft-là est mieux qui est mémorable, en fait? Ben, c'est vraiment parce qu'avant ça, Cena, il n'y a pas de grande apparence à Raw, là. C'était quand même le flagship show, fait que d'avoir Cena enfin sur le flagship show après quoi, 3-4 ans, c'est quand même un gros coup pour eux autres. Puis il y avait comme pas le choix parce que c'est bien beau parler, souvent le débat c'est SmackDown, le monde s'en calisse puis tout, mais en bout de ligne, c'est comme vrai aussi parce que Raw, c'est là depuis tellement longtemps que tu peux pas juste le faire fuck Raw puis go SmackDown. Ouais. Ça va toujours être le 1B de 1A de ce Raw puis SmackDown. Là. Le flagship show, là. Ouais, c'est ça, c'est le show que tout se passe ou presque. Là. Fait que c'est normal aussi que ça soit vu comme ça. Mais l'avoir Cena enfin sur Raw dans le gros show, ben, c'était vraiment important pour eux autres. Mm-hmm. Puis il va y avoir des gros affrontements. On a parlé tantôt le trio avec Christian puis Jericho. Ouais, mais ça pourrait être un bon podcast. C'est peut-être l'historique des drafts qu'ils ont fait, puis des gros moments, puis des affaires de même. Ça pourrait être bon, ça. Ouais, les meanings, là, quelque chose qui a changé un draft pour vrai. Ouais, les moments forts des drafts. Là. Ouais. Il y en a une couple. Là. Ben oui. Là, je vais revenir à Triple H. Batista, tu devrais aller à SmackDown, gagner la ceinture, on va dominer le monde. Ouais, on va être champion, on va faire comme la clique avec Hall puis Nash, puis moi, puis Sean, puis... Je pense que dans les rivalités, je pense que j'aimerais ça la faire, celle-là. Quelle? Batista, Triple H, je l'aime beaucoup, cette rivalité-là. Un jour. Ben, techniquement, on va en faire un bon bout en mars, là. En avril, je veux dire. Ah ouais? Ben, là, tu fais dans le sens que tu sais pas qu'est-ce que je veux dire ou tu te rends pas? Je m'en souviens pas.
Bon, on fait WrestleMania 21, on le fait. Ah ouais, c'est vrai. Oh, hein, t'annonces ça de même? Hey, Ben là, si tu t'aurais nous su, autres, là, si tu connaissais ton historique, peut-être je l'aurais pas dit en air, mais tu savais pas c'est quoi. Fait que... 2026, des scoops la première journée. Ah, ben là, Let's go. c'est comme important qu'on en parle. Mais oui, on l'a fait que on checkera ça, je suis pas contre. OK. Fait que c'est ça, match contre Jericho SummerSlam, rivalité, tu le dis à Vengeance. Il y a eu. Mais ça peut être. T'es pas nécessairement faire juste. Piquant, là. Non, t'es pas nécessairement faire juste Batista, je sais pas. Là, on pourrait faire Evolution au complet, peut-être. Parce qu'il y en a eu des feuds avec Evolution. Là. Ouais, c'est peut-être mieux ça, je pense. Pour être l'historique d'Evolution au complet, on pourrait faire ça. Parfait, on fera ça. C'est bon. Une bio. OK, c'est bon. C'est bon. Je peux y aller, là? Oui. Après ça, bien évidemment, il y a eu, on a parlé de Jericho Christian, il y a eu le programme contre Kurt Angle, one-on-one, il s'est battu contre lui. Il y a eu le three-way avec Shawn Michaels aussi, au Survivor Series, le three-way, ouais, c'est ça, avec Michaels et Kurt Angle. Puis, il a réaffronté, juste à Taboo Tuesday, excuse. Puis, il a réaffronté Kurt Angle après ça à Survivor Series dans un 1 contre 1. Fait que, c'est ça, dans le temps que Bischoff était GM de Raw, puis il voulait rien savoir de Cena, puis il était avec Jericho, il était avec Kurt Angle, tout du monde va essayer de le battre. Là. Exact. Un classique heel GM. Là. Ben, le classique, genre Austin McMahon avec le boss qui veut rien savoir du gars qui défie l'autorité, mettons. Là. Ouais. On est loin d'Austin McMahon, mais bon, ça, c'est. Ouais, mais. On aurait pu faire de quoi de popper pareil avec. Non? Ouais, peut-être. OK. Évidemment, tout ça va mener à New Year's Revolution avec le premier Elimination Chamber de l'histoire que John Cena va remporter. Non, c'est pas le premier. Non. Pas le premier, excuse. C'est le premier, c'est à Survivor Series. Le premier cash-in. Premier cash-in, excusez, ouais, je me suis trompé. Premier cash-in du Money in the Bank, évidemment. New Year's Revolution contre Edge, qui va une de ses meilleures rivalités, puis une des, évidemment, dans sa tournée de retraite, un des plus gros letdowns que les fans voulaient revoir un contre un, là, mais tu sais, ça a donné qu'il n'était pas dans la même compagnie. Fait que ben, si Paul ferait sa job comme du monde, peut-être qu'elle n'aurait pas parti. Moi, je pense que. Ah non, il fallait qu'il y ait un changement d'air. C'est bien correct. Là, je niaise en disant Triple H. Là. Mais je vais te dire quelque chose que tu vas aimer. Je pense que si WWE ne serait pas aussi trou de cul, le match aurait pu avoir lieu. Non, il n'aurait pas arrangé de quoi avec AEW, je suis sûr. Là. Il pourrait arranger n'importe quoi avec AEW s'il voudrait vraiment. Là. Mais bon. Ouais. En même temps, je comprends pourquoi il ne le ferait pas. Là. Ça serait comme, je comprends, oui. Ça serait comme avouer une défaite, là, à avoir besoin d'aide avec AEW. Là. Puis c'est une business aussi, là, veux pas, niveau monétaire, t'as personne d'autre que la AEW pour. C'est comme si t'aurais dit dans le temps à Vince, demande à Bischoff d'avoir l'NW pour filer contre DX, pendant un TPV, ça n'aurait jamais arrivé. Ouais, c'est ça. Ça reste ça pareil. Puis évidemment, son règne va s'arrêter à 280 jours. Il va battre le record de l'ancien champion qui était JBL auparavant. Et va commencer la rivalité parce que là, ça va être in and out, là, évidemment. Ça n'a pas tout déboulé d'une shot de même. La première feud Edge contre Cena, ça a duré juste un mois à peu près. Oui, exact. Parce que Cena est parti après, il s'est blessé. De New Year's Revolution à Royal Rumble. Exact. Ben oui, parce que. ouais, c'est ça. Ben, c'est avec. ouais, c'était. Il y a eu le match contre Triple H avant WrestleMania 22 aussi. Là. Non? Après la feud contre Edge, oui. Après la feud contre Edge, ouais, c'est ça. Ouais. Il a eu son combat, il a repogné la ceinture contre Edge au Rumble, puis après ça, c'était contre Triple H à WrestleMania 22. Ouais, il avait gardé la belt contre Triple H, ouais. Ouais. Qui n'était pas non plus un grand classique. Là. C'était correct. Là, c'était bon. Pour un match de Cena dans le début, puis Triple H, c'était bon, là. Ouais. Il a fait taper Triple H, hein, c'est dans celui-là qu'il a fait taper Triple H? Il l'a-tu fait taper ou il a juste fait le feud puis il l'a piné? Je pense qu'il l'a fait taper, mais je suis pas sûr. Ouais, parce qu'il y avait, évidemment, Triple H avait tapé contre Benoit à WrestleMania 20. Ouais. Mais oh, oui, non, il a tapé, je me rappelle, avec le visuel. Ouais. Exact. Puis, dans ce même moment, j'en parle pas beaucoup de ce combat-là parce que c'était correct sans plus. Là, même la rivalité menant à ça, c'était juste Triple H qui voulait reprendre son combat, puis Cena, c'était le pace populaire. Fait que j'ai pas tant. C'était cool quand on allait le voir au cinéma dans ce temps-là parce que
évidemment, toi, t'es un fan de Cena plus, puis moi, je suis un fan de Triple H. Fait que, tu sais, ça donnait que c'était des heel face. On prenait chacun pour notre gars, puis c'était bien correct, là. Mais l'affaire qui était vraiment cool dans cette ère-là, puis ça, c'est un des combats les plus mémorables pour l'ambiance puis pour le match. C'était John Cena contre Rob Van Dam à One Night Stand 2005. 2006, excuse, j'ai dit 2005, mais c'est 2006. Hein? Je confirme, il a tapé. Il a tapé, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, je m'en souviens parce que. Ouais, il avait quasiment fait la même affaire que Benoît. Je pense qu'il y avait roll-out dans le milieu du ring, puis là. Mais il avait fait pareil avec Sean l'année d'après. Là. Ouais, c'est vrai. WrestleMania 23 Ouais. là-dessus. C'est drôle, hein? Triple H puis Sean, avec Taker, avec Cena, ils ont tout le temps des matchs. Ouais. Ben ça, contre Sean, c'est le match où il fait rentrer de Mafioso, puis CM Punk est là. Avec le char, ouais, les chars de. Ouais. Puis le gars, c'est CM Punk qui tient la mitraillette là, avec son chapeau de soprano. Il n'était pas encore arrivé à CW dans ce temps-là? Non, c'est quand il était au VW, je pense, encore Punk. OK. Est-ce qu'il est arrivé en quoi, 2008, Punk, à peu près? Non, il est arrivé 2007? genre 2005-2006 à peu près. Ben, c'est ça, c'est pas longtemps après. Là. Ouais. Non, quand même, mais c'est pas 2008-2009. OK. Fait que, évidemment, le combat contre Rob Van Dam dans le ECW Arena, avec toute l'ambiance, tu sais. Sinon, avec la belt sur sa tête de même. Puis, avec le monde qui veut le pogner, là, qui se fait huer. Ouais. C'est iconique, là. Puis son chandail, le monde il n'arrête pas de le repitcher. Puis... Ça, c'était. Ça, là, une ambiance de même, là, n'importe quel. J'aimerais ça vivre un show. Je sais pas si on va être encore capable de vivre ça de nos jours. Je pense pas, là. Ben, à plus grande échelle, Cody contre Roman, c'était ça, là. Ouais. Kofi contre Bryan, c'était ça aussi, remarque aussi. Non, mais je parle une vraie. Plus petite échelle, là. Ouais, parce que le monde l'haïssait pour vrai, là, Cena. Puis Rob Van Dam, ben, qui n'aime pas Rob Van Dam? Tout le monde l'aime, Rob Van Dam, là. Ouais, mais en même temps, c'était quand même à la place qu'RVD, c'est ça. CW Arena, fait que c'est plus facile d'avoir l'enfant de même. Mais oui. Mais j'aimerais ça. Je pense qu'on pourrait encore la vivre avec Cody. Je pense que Cody, comme Cena, c'est le genre de gars que le monde peut tellement haïr et tellement aimer. Là. C'est le même genre de gars, là, je pense. Là, que il veut tellement bien faire, que c'est tellement un wrestler. Il y a ça dans le sang que le monde, à un moment donné, va faire comment tu gosses, puis on veut se tourner contre toi. Puis je pense que s'il y a un combat avec puis que c'est pas trop loin, puis que même si je suis assis dans le roof en haut, je pense que c'est une ambiance que j'aimerais. On l'a vécu à WrestleMania 40 un peu, comme tu dis, là, c'était ça, là, mais je pense que Cody serait capable de nous donner ce genre de moment-là qu'on a vécu avec RVD et Cena à ECW One Night Stand. Oh ouais. Fait que, très bon match, très bonne ambiance, évidemment, avec Edge et son spear puis le casque de moto qui reprend un peu la rivalité par la suite entre les deux. Ils vont avoir leur combat. On en a parlé, on a fait cette rivalité-là, on en a parlé beaucoup. On ne passera pas nécessairement longtemps là-dessus, mais c'est une des plus grandes rivalités de John Cena. Il y en a un qui gagne à Toronto, l'autre qui gagne à Boston. C'est le match à SummerSlam, le TLC match avec le fameux Unforgiven avec le FU, c'est tables du haut de l'échelle. Fin parfaite. C'est le Live Sex Celebration avec Edge qui gagne ça, c'était avant, mais c'est tout ça ensemble, Edge, Cena. Après Year's Revolution, ça, le Live Sex Celebration. Le Live Sex, c'est direct après, c'est le Raw d'après, en fait, le lendemain. Donc, c'est ça. Mais très grosse rivalité. Tu sais, j'ai de la misère. En calvaire. Ouais. En calvaire. Hey! Hier, là, on est le premier, OK? Ouais. Je vais le compter. Là. Tu m'as lancé hier. Je savais pas, là. Hier, je travaillais parce que lundi, j'étais censé travailler. Puis les enfants étaient malades, puis il n'y avait pas personne pour les garder. Puis, en tout cas, bref, tout ça. Fait que j'ai travaillé lundi, mardi à la place de. En tout cas, bref, j'ai travaillé le 31. Le 31, je travaille, mais j'arrive chez nous, proche de chez nous, il est 4h40. Fait que les épiceries fermées à 5h. Bon, le Jess voulait manger un steak. Fait que, on n'a rien fait. Là, fait que j'allais chercher un steak au métro à côté de chez nous. Je connais le directeur, évidemment. Tu le sais, quand on était à l'ensemble. Ouais, bon. Go on.
Je m'en vais là, puis là, je dis bonne année à tout le monde, je suis mes affaires, mes petites emplettes de dernière minute. Puis là, il me dit hey, viens ici, on va te présenter quelqu'un. Ben, moi, je sais c'est qui, je le vois, je connais quand même mon historique québécois. Puis il dit hey, ça, c'est mon ami Danny Bédard. C'est Danny Bédard de la chicane. Ouais. Fait que je dis ben, salut. Ben oui, je sais t'es qui, là. Je connais ça, la chicane. Là. Puis, je dis hey, Danny Bédard, c'est un de mes grands. J'ai pas le temps, man. On m'entend, là. Salut, là. Fait que c'est ça, c'est Danny Bédard qui était là. Calvaire. Et ben, le monde est petit, hein? Surtout quand tu en haut des escaliers. En haut des marches, oui. Ben, c'est ça. L'escalier marche pas mal à l'heure. Fait que Danny Bédard, hier. Pas dans le texte. J'ai vu Danny Bédard hier. Okay, c'est ça. Cool. The more you know, au podcast. Ouais, mettons. Je l'avais vu aussi quand j'avais 13 ans, puis j'avais des pantalons de cuir. J'avais été voir un show de la chicane. Ouais. En tout cas, ça ça va être quoi le mot skip moment du podcast avec ça? Ça va être celle-là? Ouais. À réseaux sociaux, tu devrais mettre ça comme extrait. Ok, moi le mettre. C'est bon. Fait que c'est ça, rivalité avec Edge, vraiment, c'est vraiment un must-see pour tout le monde, là, in and out. Là, je pense que c'est la rivalité que le monde a le plus aimé de John Cena en général. Je dirais que c'est peut-être entre celle-là et CM Punk, mais moi, personnellement, j'ai préféré celle avec Edge que celle avec CM Punk. Toi? Ben, CM Punk, c'était pas si long que ça, là, comme feud. Non, mais ça a été à cause des 2 championnats, puis le pipe bomb. Puis, ouais, mais c'est pas. Il y a moins de jus, je trouve, qu'avec. Avec Edge. Avec Edge, ouais, c'est ça. Puis, vu qu'on fait la biographie de John Cena, c'est plus. Pour John Cena, je trouve que Edge a fait John Cena, puis John Cena a fait Edge. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dans le sens que Edge a solidifié la place de number one face à John Cena, même s'il était déjà populaire parce qu'il a trouvé son heel pour le mettre over the top. Mm-hmm. Puis Edge a solidifié sa place comme main eventer ever à cause de John Cena. Ben, c'est comme un peu Triple H Mick Foley, là. Ouais. Les deux sont mis sur la map mutuellement, là. Exact. Puis, un autre parenthèse, je m'excuse, je peux plein de parenthèses. Tu as vu ce que Russo a dit? Qu'il était supposé avoir un triple threat match entre Rock, Austin puis Mick Foley à WrestleMania. Puis que Shawn Michaels avait été. Oui, ben, il avait pas le ticket backstage. Puis, ouais. Quand il était même pas sur le roster, puis il était même plus là. Ouais, je sais, j'ai entendu cette histoire-là. Ouais. C'est chiant pour Foley, par exemple. Ouais, mais il a quand même eu. Il l'a eu plus tard en marque, puis c'est pas aussi bon. Mais il a quand même eu son main event à WrestleMania plus tard. Là. Contre qui, Edge? Ben non, le 4-way avec. WrestleMania 2000, ouais. Non, je sais bien, mais au moins il a eu pareil, son main event de WrestleMania. Exact. Fait que c'est ça, tu sais, fast forward après ça, il y a eu des belles rivalités. Moins peut-être extravagantes, moins qu'on se souvient un peu moins. Évidemment, il a affronté les Booker T, des Umaga de ce monde. Non, je ne suis pas rendu là encore. Ben, je sais pas, c'est la prochaine photo là-dessus. Ouais, mais c'est juste que j'ai pas j'ai une limite de photos que je peux mettre sur. Je me demandais c'était quoi. Je n'avais pas vu de loin c'était quoi. Fait que... on le sait c'est quoi, puis. Aïe. Ah, ben, regarde, you dropped the ball, John! Ben non. On peut regarder, mais on peut pas toucher. Exact. Bref. Puis, c'est ça, Umaga, évidemment. C'était bon contre Umaga avec le Last Man Standing qu'ils ont eu. C'était au Rumble, hein, je pense, c'est ça? Ouais, Rumble 2008, je pense. 2007. 7, ok. Ouais. Je savais, je l'avais devant moi, c'est juste parce que je voulais. Non, je sais, tu l'as devant toi. Là. Le voir si t'es encore capable, le bonhomme. Bon, ouais, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça. Et, évidemment, j'en parle ça avant ou j'en parle après? Je vais pas y aller en ordre, là, mais je vais y aller comme ça. Il a été champion par équipe aussi, John Cena, avec pas longtemps après, dans le même moment, avec Shawn Michaels qui se battait contre Rated RKO. Là, évidemment, on est encore avec Edge dans cette rivalité-là, mais dans une autre branche de la rivalité. Randy Orton qui va devenir un de ses grands rivaux aussi, qui vont avoir beaucoup de matchs 1 contre 1. Il n'y avait pas un 4-way entre les 4, Mandy? C'est un petit peu plus tard, ça, si je ne me trompe pas. Je l'ai-tu dans mes notes? Je ne l'ai pas dans mes notes. Ah non, je pense que je me trompe avec le Final Four du Rumble, il y avait Edge, Orton, Michaels puis Taker, je pense. C'est ça, je me mélange.
Ouais. Ouais, c'est possible. Mhm. Fait que c'est ça. Et dans ces mêmes moments-là, pour les années qui vont suivre après, puis dans ces sphères-là, tu as eu. Ils ont été champions par équipe ensemble. Tout ça va mener, comme tu as dit tantôt, à WrestleMania d'après, WrestleMania 23, où les deux vont s'affronter. Cena a fait taper aussi Shawn Michaels, si je ne me trompe pas, dans la finale. Ouais. Fait que très cool. Puis évidemment. Puis le corrige-moi si je me trompe, le STFU est arrivé quand même quoi avec Triple H, non? C'était pas là que c'est arrivé? Un peu avant? Non, c'était ça. C'était il y avait la première fois qu'il l'avait fait, c'était un match contre Chris Masters à Raw. Puis c'était un submission match. Parce que l'autre, il y avait le Master Lock. Puis je pense que c'était Bischoff qui l'avait mis genre, vu qu'il n'y a pas de submission, il va y avoir de la misère. Puis c'est là qu'il avait fait le STFU la première fois, je pense. True. Mm-hmm. Je me souviens de ça. Ouais. Puis, est-ce que. Parce qu'on s'entend que son STFU. C'était pour contrer Angle dans leur feud. Il y avait l'Ankle Lock. Ouais, c'est dans leur match à Survivor Series, si je ne me trompe pas. C'était pas un submission match, justement? Ouais, mais il avait buildé. Je pense pas, mais il l'avait buildé justement pour ça. Puis il dit, il n'y a pas de submission. Qu'est-ce qu'il va faire contre Angle, mais qu'il fasse l'Ankle Lock? Mais c'est ça. Puis Angle, c'était le dernier gars à avoir fait taper Cena avant Gunter, en plus. Oh, ouais. Mm-hmm. Fait que. Tout est dans tout, là, rendu là. STFU, est-ce que c'était une bonne idée d'y mettre ça comme deuxième finish? Ouais, c'est juste que c'était pas le plus beau des STF qu'il y avait, là. Mais oui, c'est correct. C'est un bon. Temps, tu peux dire ça d'à peu près tous les moves de Cena, là. Ouais, c'est un bon complément comme move de FU, là. C'est correct. Est-ce qu'un lutteur devrait tout le temps avoir deux finishes? Ben, il devrait avoir une submission puis un move normal à faire parce que c'est deux façons de rajouter plus de punch au match que d'avoir juste un move que tu fais puis that's all, tu sais. Submission, tout le monde? Ben oui, submission, t'as le struggle de l'autre va-tu taper, l'autre va-tu pogner les cordes, tandis que t'as juste un move que tu as juste un body. C'est pas un body slam, mais t'as juste un body slam, ben tu fais le body slam, c'est fini, c'est plate. Là. Sauf qu'en même temps, un gars comme. Je vais te donner un peu les antipodes, si on veut. Non, pas le podcast. Non. Rey Mysterio, Big Show. Est-ce que Big Show ou Rey Mysterio devrait avoir un finish submission? Je sais pas. Oh, mais faut que tu sois capable de faire à tout le monde, c'est ta submission puis ton move, c'est ça que je veux dire. Là. Tu sais, faut que tu mettons que tu as un move que tu peux faire à tout. Ben, comme le Crossroads de Cody Rhodes, tu peux faire à tout le monde. Là. Que tu sois un 7 pieds ou 5 pieds 11, il peut te le faire à toi. Là. Que tu pèses 150 livres ou 350, il peut te le faire à toi. En même temps, je dis ça, mais tu sais, Benoît, que c'était son finish, était quand même pas le plus grand bonhomme. Là, non. Mais il y avait des muscles, il y avait une bonne shape, puis il abandonnait jamais. Là, fait que ça marchait pour lui. Là. Ouais. Mm-hmm. OK. Bon, parfait. On a fait un bon bout là-dessus. Puis, évidemment, une fois que je me souviens bien, là, on parle de Michaels, mais dans ces temps-là, un petit peu plus tard, que la WWE voulait builder parce que là, on avait eu, au même moment, à WrestleMania 21, les deux étaient devenus champions entre Batista et John Cena. Et les deux, chacun de leur brand devenaient des monstres. Batista était établi aussi. Puis je me souviens beaucoup que la WWE l'avait poussé comme un dream match. Tu sais, vraiment, deux gars qui viennent de la même école en même temps au WW puis qui allaient s'affronter. Mm-hmm. Puis il y avait eu la blessure là, avec le powerbomb qu'il avait fait. Il a voulu faire son leg drop. La 3, ouais. Il avait powerbombé, puis il avait été absent. Ben, c'est là qu'il s'est blessé avant le Rumble. Hein. C'est ça c'était-tu là le 4 mois qu'il s'est blessé ou c'était. C'était pas contre Kennedy qu'il s'était blessé avant le Rumble avec Orton qui avait il a fait un RKO sur la table des commentateurs, là, puis il avait mal à son épaule. Là. Fait que Batista, ça serait après d'abord. Batista, ouais, parce que Batista était heel dans ce temps-là quand c'est arrivé. Fait que c'était en 2009, ça. C'est plus long. Hein. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est arrivé à WrestleMania, me semble. Mais Batista était face au début, puis tranquillement devenu heel, non? Non, il était heel. Vince l'avait aidé à m'amener pour un cash-in. Attends, je vois. Ah, t'as raison, c'était avec un hip toss sur M. Kennedy au mois d'octobre après ça, à Raw. Après ça, Orton l'avait fait un RKO sur la tête des commentateurs, puis il l'avait sorti de cette façon-là. Puis c'est après ça qu'il est revenu au Rumble. Là. OK, ben on va attendre pour Batista. On va attendre pour Batista. On va y aller avec ça. Évidemment, il se blesse, il se déchire le pectoral. Une blessure qui va demander 6 à 12 mois de réhabilitation.
Mais dans une. Comme ça, John Cena peut le faire parce qu'il est à ses affaires, il est sérieux, il s'entraîne fort, il est rehab. 4 mois plus tard, cinéma, Royal Rumble 2008, Wow. 30e, Triple H est dans le ring. Malade. Fucking John Cena se présente quand moi je pensais que j'étais débarrassé de lui pour un bout. Là, je l'aimais pas. Là, quand il est arrivé au Rumble, je l'aimais pas. Puis, évidemment, on se souvient de la musique. Hey, c'était au Madison Square Garden en plus. Là. Ouais. Puis, ça, je l'ai écouté beaucoup avec Busted Open au mois de décembre parce qu'il en parlait de ça. Là. Puis, Coach était à la table des commentateurs à ce moment-là, Jonathan Coachman, puis il disait que de toutes ces années de lutte, c'est la plus grosse ovation qu'il a entendue au Madison Square Garden. C'était complètement fou. Ben oui. Puis, je sais pas si tu te souviens. Sûrement. Mais oui, parce que c'est Triple H dans le ring, puis que moi j'étais en tabarnak. Parce que moi, j'étais sûr que Triple H gagnait le Rumble, puis on se tirait à la pipe, là, c'est sûr. Là. Mais aussitôt qu'il est rentré dans le ring pour commencer à faire ses moves, il s'est fait huer, man. Mm-hmm. Le gars, le Gordon explose de joie. Même pas 3 minutes après, il se fait huer. Ah, mais c'est parce Comment c'est possible? Parce que c'est le moment, là. C'est souvent de même, là. Puis après, il se rend compte, ah, fuck, c'est. Il va gagner le Rumble. Là. Il est revenu, fuck, on est dans la merde. Mais ce moment-là, je pense que c'est pas un de mon moment ciné préféré ever. Là, avec la réaction que j'avais au cinéma, c'était pour ça que c'est plus spécial. Là. Mais puis ce moment-là au cinéma, c'était quand même bizarre parce qu'on avait été notre gang habituelle. On était quand même 5-6 à peu près. Sauf que je me souviens bien quand on est rentré, il n'y avait pas 6 places l'un à côté de l'autre. Donc on était comme séparés dans 2 groupes ou en 3 groupes. T'étais pas avec Mathieu, toi, genre? Possible. Toi, tu étais assis dans les marches. Là. J'étais avec Kevin, puis je pense que j'étais avec Kevin, puis Mike, je pense. Mike était là aussi. Hein. Non, moi, j'étais avec Mike. J'étais avec Mike parce que ouais, Mike, il en bas. Ben ouais, il m'avait dit, hey, l'autre doit être en train de capoter dans les marches en bas. Là. Je me souviens de ça. Là. Ouais, c'est ça, je pense que c'est avec Kevin, puis Louis, puis tu étais avec Mike, avec Mathieu, puis Mike peut-être en haut. Puis ouais, je me rappelle, c'était malade. Là, quand le pop que ça a fait, là, wow, c'était fou. C'était insane. Puis, même dans le cinéma, là, le monde se sont levés dans le... Hey, ça, là... Ah oui, parce qu'il n'y avait pas de spoiler online qui disait « Ah, il est là à soir dans le Rumble ». Il n'y avait pas de... Il était blessé pour une blessure sérieuse que le monde prenait 1 an à se remettre. Là. Ça faisait 6 mois là, de ça. Là. Personne n'attendait à ce qu'il revienne. Fait que le fait, en plus, sa tune était parfaite là, pour une affaire de même, là, avec le début de la tune. Puis je vais te corriger, ça a pris 4 mois. Ben, tu vois, c'est encore mieux que j'ai dit dans ma tête. C'est fou, là. 4 mois, là. Puis tu sais, aujourd'hui, il y a bien les tunes de lutte que la réaction serait pas pareille à cause que la tune est genre bizarre. Là. Mais pour vrai, non, avec la tune, l'effet de surprise, que tout le monde ne s'attendait pas, puis non, pour vrai, c'était insane comme pop. Là. C'est pas mal pour moi, ça, puis le pop d'Austin, quand il fait le save pour Mick Foley, là, pour la belt, là, pas mal les 2 plus gros pop que je me souviens d'avoir entendu, pas live, là, mais je veux dire de quelque part d'autre. Là. Oublie pas aussi le pop de Punk à AEW quand il est revenu. Là. Ouais, mais c'était pas... C'est différent parce que tu vois, c'est ça qui est plate, parce que vu que c'est pas de WWE, on dirait qu'on est moins... Mais on était ensemble, on était avec Alfredo les 3 là, quand c'est arrivé, ça. C'était pas tant une question des WWE, c'est une question que on était chez vous, puis tu sais, on écoutait pas la TV au bout, là. C'était pas annoncé non plus, là. On savait, mais c'était pas annoncé. C'était pas annoncé. Ben, c'était pas annoncé, mais là, il aurait fallu que tu sois vraiment stupide de savoir qu'une affaire qui appelle un show, je pense que c'était le First 10 ou quelque chose dans ce style-là, à Chicago, parce que tout le monde parle de CM Punk, c'était comme un given. C'est correct, ça. C'est correct que c'est un given, mais tant que ça arrive pas, tu peux pas te dire vraiment. Surtout que Punk, là, ça a pris du temps. Ouais, c'est sûr. Ben, en même temps, tu peux dire que ça va faire le pop qu'il y a eu quand il revenait de lobby à Survivor Series, là, à Chicago. J'ai l'impression que c'était moins, moi. Moi, je pense que non. Là. Je pense que c'était plus à WWE. Là. Ah ouais? Mais d'un, il y avait plus de monde. Là. Mais c'était plus spectaculaire à AEW. C'était mieux fait. La Survivor Series était juste dans l'entrée, puis il est parti après. C'était plat. Oui, mais il n'y a personne qui savait qu'il était pour être là, comparativement à l'autre affaire que toi, tu dis que non. Mais moi, je te dis que ça penche dans la balance beaucoup. Là. Ouais, c'est sûr. Mais je sais pas. Je pense que c'est son... Tu sais,
c'est son plus gros moment ever, je pense. À Cena? Ouais. Bon, ouais, c'est pas mal sûr que oui. Là, l'affaire du Rumble. Plus que ses ceintures, plus que son 17, plus que ben les affaires. Hein. Ouais. Ben, pour le meilleur et pour le pire, son heel turn aussi est dans cette catégorie-là. Là. Dans le sens qu'il a fait surprise et qu'on ne s'attendait pas à ça. Là. Mais non, pour moi, c'est mon moment préféré de John Cena. Là, même si, à part des autres, je veux dire. Là, mais pour vrai, il n'y a pas grand-chose qui peut topper ça. Là. Ouais, j'étais un peu pas mal d'accord. Puis il ne faut pas oublier qu'avant, ben, de WrestleMania 21, 22, 23, Cena était champion in and out pas mal tout le temps. Fait que, comme n'importe quoi, là, quand quelqu'un est champion longtemps, à un moment donné, c'est comme l'effet au football, là, les Patriotes. Là. Il y a beaucoup de monde qui était écœuré. Puis les Chiefs, ça, plus récemment. Là, quoique cette année, non. Les Chiefs que le monde accusait de tricher, mais que les Patriotes faisaient pareil. Ok, ouais. Non, ils ne trichaient pas, les Patriotes. C'est pas vrai, pantoute. Ah non? Ça n'a pas été prouvé. Ils n'ont Qui pas été jugés, comme dirait Dave. Es-tu capable de nommer les 4 dernières personnes qui ont éliminé pour le Rumble? Cette année-là? Bon. C'est random en tabarnak comme les 4 derniers qui ont éliminé. Là. Il n'y a pas genre Umaga, genre là-dedans? Non. Il n'y a pas Big Daddy V? Non. Ben, il y a Triple H, ça c'est sûr. Ouais. Cody Rhodes? Non? Je sais pas. Carlito. Ah, Carlito, ouais, je me rappelle. Ouais. Chavo Guerrero. Bon, j'aurais jamais trouvé ça. Mark Henry. Mark Henry, ça a plus de sens, là, mais Chavo, Ouais. j'aurais jamais trouvé ça dans 100 ans. Ça fait pas de sens. Puis évidemment, Mark Henry, il en a parlé à Barcelone parce qu'il était dans le ring, tu sais. Puis il a dit j'ai jamais senti l'énergie qui s'empare d'une aréna comme ça. Il dit j'avais jamais vécu ça. Puis il dit j'étais avec The Rock. Moi, là, j'en ai vu du monde, là, puis c'était juste insane. Fait que, oui, c'est sûr. J'imagine pas comment ça va être dans le ring dans ce moment-là. Ça devait être fou, là. Ouais. Fait que, écoute, c'est parfait. Puis évidemment, cette victoire-là va l'amener à un titre. Ben, il va l'amener directement à WrestleMania par après. Mais il n'a pas gagné cette année-là le combat de championnat. Non, c'est un three-way. Ouais, avec Orton qui a fait le punt à Cena Cena puis contre Triple H. Ouais. Puis après ça, il y avait Bill D, Triple H contre Orton jusqu'à WrestleMania 25. Là, le super build avec le match poche à la fin. Là. 25e anniversaire. Donc. En même temps, quand tu as 2 talents de moins bonne habilité de même, ça arrive quand même. Puis il va avoir aussi il va aussi se rebattre contre JBL par la suite. Puis c'est ça. Après ça, ben on and off, il va y avoir des petites rivalités ici et là. Puis on peut en parler, par exemple, on va dire 2 fois. Il avait été en équipe avec Batista, il avait remporté les championnats par équipe avec Batista. Il a battu justement Cody Rhodes puis Ted DiBiase Jr. Puis ils avaient perdu la semaine d'après, tout de suite après. Puis le match que je te disais tantôt qui a été buildé avec Batista, ben, c'était à SummerSlam qui ont buildé le gros match. Puis il y avait eu une hernie discale au cou avec le powerbomb, le leg drop qui avait été renversé en powerbomb. Ouais. Mais il avait quand même été là le lendemain à Raw. Il avait battu Cody Rhodes le lendemain à Raw. Sinon, il s'avait battu pareil. Non, il avait battu Cody Rhodes puis Ted DiBiase dans un handicap match à Raw. Malgré la blessure. Puis c'est ça. Puis il n'avait pas été capable de. Il y avait un scramble match puis qui était supposé avoir Unforgiven après, puis il avait été remplacé par Rey Mysterio parce qu'il n'avait pas été capable de compete parce qu'il était blessé. Fait que c'est ça. Après ça, il avait fait son retour officiellement au Survivor Series en battant Chris Jericho pour devenir champion du monde, World Heavyweight Champion pour la première fois de sa carrière à Boston. C'est la photo que tu as montrée il n'y a pas longtemps sur YouTube. Il avait conservé, et voilà, très belle ceinture. La Big Gold, je trouve qu'elle fait bien la Big Gold aussi. Ouais, pour vrai. Moi, je l'ai. Tu sais, oui, c'est le 17-time World Champion, là, je l'ai dit, mais pour moi, un peu comme Ric Flair, puis ça tombe bien que c'est les 2 premiers, là, je trouve que Cena, je l'avais dit dans plusieurs podcasts, que pour moi, c'est un vrai World Heavyweight Champion parce que quand il est champion, tu as une partie de la foule qui ne veut pas qu'il gagne, puis tu en as un autre qui espère qu'il gagne. Fait que, peu importe le résultat, tu es comme accroché au résultat parce que
c'est ça un bon World Champion, c'est que le monde care pour ton combat de championnat, puis tout peut arriver. Même quand il n'y a pas de chance, il peut gagner, mais il peut aussi la perdre. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est ce qui fait de moi un excellent World Heavyweight Champion. C'est ce qui fait. Toi, t'es un bon World Heavyweight Champion. Pas moi, John C. Ben, ce qui fait pour moi un bon World Heavyweight Champion. Non, je ne suis pas un World Heavyweight Champion. J'ai des photos avec les ceintures du championnat du monde. Mais... Oh non, je me rappelle même pas de ça. Tu ris de moi souvent avec cette. Ben, je vais en rire tout à l'heure, mais on va l'écouter après le podcast. On va le regarder après le podcast. Je vais essayer de retrouver. Fait que c'est ça. In and Out, après ça, Cena a fait beaucoup de. A eu beaucoup de combats de championnat, évidemment, avec Edge. Il y a eu sa rivalité contre Randy Orton. Il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a? Jerry King. Ouais, Jerry Lawler. Il y a eu le Shriwa WrestleMania 25 aussi avec Edge puis Big Show qui a été très, très bon. Ouais. Il y a eu le Last Man Standing match. Il y a eu contre Edge aussi. I Quit contre Batista, non? Le I Quit contre Batista aussi, rendu là. Avec Batista le lendemain à Raw qui est dans sa chaise roulante avec le bras, puis I quit! I quit. Exact. Ouais. Puis, ben tu sais, là, je vais jumper un peu de Billy Gunn, mais on ne fera pas toutes les rivalités une par une parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais il y a deux rivalités qui stand tall pour moi dans tout ça que je vais parler par la suite. C'est évidemment celle contre Nexus. Quand Nexus a fait son entrée, évidemment, c'est toujours bon de targeter un gros gars pour faire ta marque dans le business. Souvent, c'est réussi, puis après ça, c'est échoué. Nexus, ça a quand même finalement échoué, mais ça a été quand même une bonne affaire. Puis on n'en parlera pas trop longtemps parce qu'on va en reparler cette année. Là, on en a parlé déjà. On a déjà parlé, oui, c'est vrai. Ouais. J'avais vu ça dans un ton. Bref. Mais ça a été quand même un bon groupe qui a débuté. Puis que, si on regarde tout ce qui se passe avec tous les groupes qui arrivent aujourd'hui, là, mettons NXT, whatever, là, tu sais. Ça a été quand même bénéfique pour bien des lutteurs, ce programme-là de Nexus. Je pense ça. Right off the bat, ça a mis 7 lutteurs dans le main show avec un purpose. Là. Fait que, non, c'était bon. T'as eu Bray là-dessus, t'as eu... Ouais, c'est par après plutôt, là, mais oui. Non, mais je veux dire, c'est des lutteurs qu'après ça, il y a eu quelque chose. Wade Barrett, ça a été bon pour lui aussi, pour sa carrière. Quoique, il y en a qui vont dire que... Danielson, il avait commencé avec eux autres, puis il est revenu, puis c'est là qu'il a fait son ascension au top. Là. Quelque chose que tu aurais dit à quelqu'un, un fan de Danielson en 2004, il t'aurait dit, t'es malade dans la tête, ça n'arrivera jamais. C'est un indie guy forever. Ouais. Pour vrai, non, c'était bon. Très bon. Exact. Puis évidemment, on va souvent parler aussi du fait que Wade Barrett aurait peut-être dû gagner la belt. Moi, je pense que oui, là, mais... il aurait dû gagner au minimum le 5 contre 5 à SummerSlam, là, minimum. Là. Ouais, évidemment, ouais, c'est ça. Et évidemment, on parle de Nexus, mais il y a aussi une deuxième partie à Nexus, puis c'est celle avec CM Punk. La rivalité en 2011 où CM Punk a lâché son fameux pipe bomb. Il avait gagné le combat contre Cena, évidemment, qui était devenu World Heavyweight Champion, puis son contrat finissait, parce qu'il était parti avec la ceinture, parce qu'il n'y avait plus le World Heavyweight Champion. Cena avait gagné la ceinture dans un tournoi, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça? Non, il avait battu le gars qui a gagné le tournoi. C'était Rey Mysterio qui avait battu The Miz en finale. Puis backstage, Cena avait félicité Rey, puis il a dit OK. Je ne sais pas qui a fait le challenge, mais les deux ils ont accepté le challenge, puis c'est là que Cena a battu Rey après pour la belt, le même soir qu'il a gagné le tournoi, la finale. Ouais, OK, c'est ça. Puis après ça, Cena est venu. Une affaire quand même heelish un peu, là. Mais bon, c'est correct. Ouais, après ça, il est revenu. Ils ont eu évidemment le match pour le Undisputed Champion, là, pour le vrai WWE Champion. Avec Kevin Nash après. Là. Ouais, c'est ça. Bref. Nash qui est toujours pas en amour avec CM Punk, ça. T'as-tu vu justement l'affaire que Punk a faite dans House Show pour le couple de jours? À cause qu'il avait dit quelque chose sur son chandail, là? Oui, l'autre dit lutte avec un chandail, c'est pas bon. Un World Champion. Puis au show récemment, je pense que c'est une couple de jours, Punk avant le match, il enlève son chandail.
Puis un autre chandail en dessous. Pour vrai? Ouais. Juste pour faire un petit clin d'œil. Là. Ouais, c'est genre, j'en ai un autre. Je pensais qu'elle allait faire un big boot puis elle allait faire semblant de se péter le quad. Ouais, mais tu sais, en plus avec la fameuse promo avec Kevin Nash, OMG, LOL, thought he was dead. Ouais. Ça, c'était bon, ça. Putain, on n'en parlait pas, j'en ai pas parlé, mais dans le match, il y avait un match Survivor Series aussi avec Cena, puis il y avait eu R-Truth, puis Bret Hart, puis Daniel Bryan dans son team Ah ouais? Survivor Series. Ça, c'est hot, pareil, quand tu penses à ça. Weird dans le style. Ouais, Edge Jericho aussi qui était là. Ouais, mais R-Truth, hein, encore là, R-Truth dans l'équipe à Cena, c'est vraiment... Il n'y a pas John Morrison aussi? Ah, peut-être, mais moi, j'ai de ce que... oui, John Morrison, t'as raison. C'est un 6 contre 6. Il y avait Edge aussi. Ou un 7 contre 7. Edge, Jericho, Morrison, Truth, Bret Hart, puis Daniel Bryan. Puis Cena. Cena, c'est ça. Ah oui, j'espère qu'il était là. Ah ouais, je sais, mais tu l'as pas dit. Parfait. C'est ça. Puis, évidemment, là, on va parler, on a parlé de CM Punk, évidemment, sa rivalité avec The Miz aussi, un peu plus tard. The Miz qui était quand même, là, avec, là, si c'était pas sa rivalité contre Cena, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en parlerait peut-être pas comme un des meilleurs workers de compagnie parce que je pense que ça l'a beaucoup aidé à solidifier sa legacy un peu, si on peut dire, non? Oui, mais avec son charisme, puis comment il parle, puis comment il se comportait, genre les promos, je pense qu'il a eu sa place pareil. Là. Mm-hmm. Ça l'a aidé, là. Ça y a fait de quoi à dire pendant les 20 années après, comme quoi c'est un des seuls qui a battu Cena à WrestleMania, puis tout, là. C'est quand même fou, ça, quand tu penses à ça. Même si on sait que c'est de la bullshit, là, il l'a pas vraiment battu. Là. C'est The Rock qui l'a battu, mais bon. Fait que c'est ça. Cena contre The Miz. Bonne rivalité, évidemment. Si on peut faire un parallèle avec plus tard aussi, qu'est-ce qui est arrivé, ben là, tu peux la mettre, ta fameuse photo de Nikki Bella, là, qui était oui. John Cena, qui a été avec Nikki Bella en couple pendant plusieurs années. Il a l'air heureux, hein? Ben, moi, j'aurais été heureux, en tout cas. Ben, il a pas l'air là-dessus, en tout cas. Il devrait, parce que moi, je suis heureux pour lui dans ce temps-là. C'est ça, rien d'autre à dire. Fait que, évidemment, après ça, ils ont eu plus tard un tag team match avec Maryse puis Miz. Parce que je veux pas tout faire je veux juste faire l'enveloppe de tout ça. Là, mais... La discographie. Un WrestleMania, en plus, hein, qui ont eu ce match-là, je me trompe pas. Ouais. C'était WrestleMania. Fait que 2 fois, Miz s'est battu contre Cena à WrestleMania. C'est quel? C'est-tu 34, me semble, c'est ça? Ouais, quelque chose de genre. 33-34, là? Ouais, parce que 35... C'était on était là, puis il a fait une apparence en Dr. Octagonomic, tu t'en souviens? Ouais, contre Elias. Elias, à WrestleMania 35. Ouais. Fait que ça aussi, hein, c'est un beau moment sur place quand tu entends la tune Dr. Octagonomic, puis Cena n'était pas sur le programme. Puis, Ben, quand si je me trompe pas, Hogan aussi, c'était une surprise, non? Ouais, ça n'avait pas fait tuer ce fois-là. Hein? Je pense que oui. Mm-hmm. Un peu, je pense. Ça commençait, là, hein, c'est ça? Ouais, quand c'était Alexa Bliss, la guest host de WrestleMania, puis elle a dit une surprise ou whatever, puis ça tourne à Hogan est parti. Tu sais, il y a eu son pop, mais. C'est là qu'on était là? Ouais, on était là, ça avait commencé le show. Après ça, c'était Brock contre Rollins pour la belt. Je me souviens pas d'Alexa Bliss qui était le guest host de. Ouais, c'est la guest host dans ce temps-là, dans ce WrestleMania-là, ouais. Son downfall commençait. Ouais, mais elle avait fait le guest host, puis elle avait un segment avec les gars de Saturday Night Live, là, backstage. Là. Ah ouais, c'était poche, ça. Avec Gallows Penderson aussi qui était là, me semble. Là. Non, c'était Hall Pinache qui était là, c'est vrai. Mm-hmm. Ouais, fait que c'est ça. Puis, évidemment, la rivalité, je pense qu'il faut parler. La dernière, peut-être, grosse rivalité de John Cena, c'était contre The Rock. La façon que ça a été fait, évidemment, tu disais tantôt, Rock, c'était le guest host dans le combat Miz contre John Cena, a fait perdre John Cena la ceinture contre The Miz. Le lendemain à Raw, c'était le lendemain à Raw qui a annoncé ça. Hein? Absolument, pour l'année d'après. Ouais, ils ont dit l'année d'après WrestleMania, on va s'affronter 1 contre 1. Ça, c'était la première fois que ça se faisait, c'était très cool. Puis tu te souviens-tu comment ce segment-là avait fini? Rafraîchis-moi la mémoire. Ben, après le challenge, ben, il y a The Cork qui est arrivé, puis. Ouais, ils sont fait péter par les deux. Là. Ouais. Évidemment, ils ont teamé ensemble avant de s'affronter. Je peux pas dire. Ils ont Survivor Series avec. Awesome Truth. Awesome Truth, exact.
Et The Rock a remporté la ceinture aussi WWE Rumble contre Punk pour que le combat de WrestleMania soit pour le titre. Il avait battu Punk au Rumble, puis il avait battu, je pense, au Chamber après, me semble. Ouais, t'as raison. Il avait battu, ouais, exact. Et Rock avait gagné le premier combat contre John Cena à WrestleMania. Ouais. Puis c'était once of a lifetime pour le combat. Ouais, puis la fin du match, parce que ça, c'était Cena qui avait la victoire, puis il a voulu faire son coquille en faisant le People's Elbow, puis il s'est retourné, puis il a mangé le Rock Bottom. Puis ça, c'est après ce match-là où il est assis sur la rampe, puis il regarde dans les airs, là, puis c'est genre, est-ce que Cena est fini? C'est la rédemption. Ouais. Puis l'année d'après, ben, ils ont fait la rédemption l'année d'après au WrestleMania, où Cena avait gagné. Il a eu son win-back comme la plupart des stars veulent leur win-back. Puis dans le deuxième match, The Rock était blessé au début du match, par exemple au pectoral, là, ou on a fait le même, puis à la fin, il se tenait le bras de même. Oui, ben oui, il a été blessé, puis ça avait même... c'est une des raisons pourquoi après ça, il y avait... ça a été plus dur de le booker à cause des films. Là. Fait que c'est ça, tu sais, vraiment... c'était vraiment ça le highlight. Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler, les victoires qu'il a données à Sheamus pour que Sheamus soit over dans son premier match de championnat. Ça a été quand même un gros fait accompli. Tribute to the Troop, évidemment, John Cena, c'était l'Américain parfait, le Hulk Hogan des temps modernes, donc il a fait plus que sa part pour représenter son pays. Évidemment, on pense à John Cena, on pense également à toutes les Make-A-Wish qu'il a fait à travers ça. Le gars qui a fait le plus de Make-A-Wish à travers le monde, je n'ai pas le nombre exactement de Make-A-Wish, là, mais ça a été vraiment... je veux dire, ce gars-là a donné sa vie pour la WWE puis pour faire que la business soit parlée à travers le monde. Puis, tu sais, il y a toujours, je vais le dire là, pareil, là, il y a toujours une part de business dans ces affaires-là de Make-A-Wish, mais je veux dire, ça prend quand même du cœur puis de la volonté. Puis tu peux pas faire ça exactement juste pour la business, je pense aussi. Là, je veux dire, j'ose croire puis j'ose espérer parce que je le connais pas puis je connais jamais l'histoire derrière. On parle un peu à travers notre chapeau des fois parce qu'on n'est pas là. Mais j'ose espérer qu'il y a une part de lui qu'il a vraiment apprécié faire ça, même si ça devait être demandant. Là, il y avait une cédule. C'est plus que 650 qu'il a fait, puis il était dans les records Guinness pour ça. Exact. Fait que vraiment, chapeau pour ça. Là, je veux dire, ça a mis des sourires à des enfants. Mais en même temps, tu parles de son calendrier, il ne le permettait pas, mais il y a beaucoup de ces Make-A-Wish-là qui se faisaient avant les shows de WWE aussi. Là, faut pas, ouais, mais il faut le faire pareil. Là, non, je t'en plais pas. Je t'en plais pas qu'est-ce qu'il a fait, là, mais je veux dire, dans le sens que il ne se déplaçait pas d'une place à l'autre, c'était où ce qu'il était. Là. Ouais, mais je pense qu'il a fait des déplacements pas mal. Non, oui, je ne dis pas que sous 150, à tous les fois, c'était avant le show de WWE, mais je veux dire, beaucoup de fois, c'était avant le show de WWE, puis il y avait l'expérience de le voir avant le show. Puis après ça, ben, évidemment, il a été Money in the Bank, qui a été le premier champion, le premier Money in the Bank à rater son cash-in, que ça n'a pas fonctionné. Ouais. Il avait caché contre Alberto Del Rio, c'est ça? Non, il avait caché contre Cena. Il avait caché contre Punk. Il l'avait challengé la semaine d'avant. Puis la semaine prochaine, je te challenge pour ta belt. Puis il y avait l'interférence de Big Show qu'il avait coupé. Ah, ok, ouais, c'est ça. Je pense. C'était pas Raw 1000, je pense? Ouais, non, pas 1000. 1500. Non, Raw 1000, je pense que c'était. T'es sûr? Pas mal sûr, t'as OK, possible. Fait que c'est ça. Après ça, ben, on peut parler de lui aussi. Moi, je vais en parler parce qu'évidemment, c'est un de mes préférés, mais les matchs contre Bray Wyatt, la rivalité. Ouais. Raw 1000 en 2012. OK, c'est ça. Fait que c'est Raw 1000. OK. Rivalité contre Bray Wyatt, le combat à WrestleMania 31, que plusieurs pensent que Bray aurait dû gagner ce combat-là. C'est discutable. Après ça, ben, le match cinématique qui a quand même fait beaucoup jaser, que ça a été beaucoup apprécié, évidemment, avec Cena qui était acteur aussi. La créativité de Bray Wyatt, ça a été quelque chose de challengeant pour Cena, il dit souvent.
Mais ça a été un plaisir de travailler avec un gars comme lui parce que ça l'a fait sortir de sa zone de confort. Puis je pense que Cena et Wyatt ensemble, ça donnait vraiment... Ça marchait que le personnage de Bray, que John Cena soit autant le babyface, puis que le company guy, puis pouvait dire que tout était un mensonge, c'est un peu un conspirationniste, puis un peu dans ce style-là. Là. Ça fonctionnait beaucoup. Ouais. Moi, j'ai apprécié ça. Les matchs étaient corrects. Les promos étaient bonnes en tant que telles. Puis le cinématique match, ben, je pense qu'on n'en verra pas des milliers, heureusement, parce que c'est bon en petite dose. Ouais. Mais je pense que c'est ça un peu qui a lancé. C'est bon, quand d'après. c'est bon quand c'est pas nécessaire. Oui, exactement. Exactement. Ouais. C'est bon pour faire quelque chose outside of the box que tu peux pas faire dans le ring. C'est ça. Ouais. Puis ça l'était dans le temps, puis c'était le temps dans le COVID aussi, fait que c'était parfait. Là. C'est pour ça que c'était plus nécessaire d'avoir une coordination de même parce que tu ne peux pas tout faire devant une foule, il n'y en avait pas. CUS, évidemment, on va parler aussi de ces US Challenge. Là, ça a été quelque chose de très marquant. Le premier match de Sami Zayn à WWE, Kevin Owens. En pay-per-view, ouais. En pay-per-view, ça a été. Owens avait battu Cena aussi. Ouais, mais je pense pas que c'était pour la US quand il l'avait battu. C'était pas pour la US, non, c'était pas pour la US. Parce que Owens avait dit dans sa promo qu'il s'en collait ça de la US, il a juste battu Cena. Ouais, exact. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est deux Québécois qui ont eu une belle exposure grâce à John Cena. Puis évidemment, c'est Zayn récemment qui a fait. Puis je me rappelle, il y avait un match contre Cesaro aussi qui était écœurant dans cette série-là. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que Cesaro, on peut penser, tu parles de Cesaro, mais Ryder, puis Zack Ryder, puis Dolph Ziggler aussi qui ont eu des moments avec John Cena. C'est pas pour rien qu'ils ont name droppé puis qui étaient dans le tournoi aussi. Exact. Ouais. Dans le tournoi, fait que c'était deux de ces gars qui aimaient beaucoup. Fait que l'Open Challenge, US Open Challenge a été, évidemment, ça faisait un throwback ça, au début de carrière quand il était champion US. Il a eu du succès. Roussev, qui a été une grosse rivalité. Pour vrai, Roussev, c'est sa carrière. Là. C'est contre John Cena. C'était dans le même moule que la rivalité contre Umaga, je te dirais. Là. Ouais. Mais tu sais, Roussev, si c'est pas John Cena, puis là, aujourd'hui, c'est plus rien, là, mais c'est son meilleur moment de sa carrière, c'est contre John Cena. Là. Ben ouais, arrivant en tank à WrestleMania. Là. Fait que c'est ça qui est ça. Évidemment, on va finir avec ça, parce qu'on est quasiment rendu à 2 heures. Mais le heel turn avec The Rock dans sa dernière année, il annonce sa tournée Elimination Chamber, il annonce que ça va être sa dernière année, des dates limitées. Il fait le heel turn contre Cody Rhodes dans un moment magique. Là. Honnêtement. On a passé de ça à ça. Exact. Puis, tu sais, je sais que le follow-up de ça est dégueulasse, mais le moment, la soirée, genre, c'est un des plus gros moments de l'histoire. Qu'on n'aime pas ce qui s'est passé après, ça va rester. Là. C'est un de nos plus rares regrets aussi. Non, mais c'était bien fait. Là. Oh ouais, mais dans le sens que c'était à Toronto et on aurait pu y aller. Là. Ouais, ça oui. Là. Ouais. Mais pour vrai, moi, les frissons, là, c'était carrément fou. La seule raison pourquoi ça n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas revu The Rock puis John Cena par la suite. Ça, puis que le match à WrestleMania a bombé. Là. Ouais. Mais il l'a expliqué dans les entrevues. Hein. Ouais, mais si, mettons, le match qu'on fait à SummerSlam, le match de WrestleMania ressemble à peu près à ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ben, il y a moins de problèmes. Mais pas de problème. Tu sais, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Mettons, là. Mettons, The Rock peut être là, OK? Là? Ouais. The Rock, Travis Scott, tu l'enlèves de l'équation, pas d'affaire là, on s'en fout. Ce que Travis Scott a fait, tu le fais faire par The Rock, là, c'est tout. The Rock fait gagner la ceinture à Cena, OK? Le 17 time, OK? À WrestleMania. Peu importe le match, je m'en fous. Le moment, c'est ça. Quand il a gagné ses 17 championnats, pogne The Rock en FU, fait son face turn là. Oh ouais, mais... Puis The Rock, tu n'es pas obligé de revenir après, ça finit là. Ouais, mais The Rock n'aurait pas voulu faire ça, il aurait l'air trop... Mais non, je sais ça. Il n'aurait pas voulu se coucher pour Cena, voyons donc. Non. Hein? Ben trop, hein? Monsieur Bullshit. Ça va faire, ta bullshit? Regarde de défendre. Mais, tu sais, pour vrai, c'est juste parce que The Rock n'était pas là, sinon, c'était parfait. Oh ouais, puis avec Travis Scott aussi qui était dedans, là. Avec sa belt hardcore, là. Pas rapport, là. C'est cave. Moi, je pense que
Son 151e Make-A-Wish, je pense qu'il a fait. Ça se peut, ouais. Puis la dernière année de Cena, moi, c'était notre lutteur de l'année, on en a parlé, là, vous l'avez vu, on a fait un podcast complet là-dessus en fin d'année. Là. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter pour vraiment voir tout ce qu'il a fait pendant la dernière année, puis ce qu'on en pense aussi. Là. Pour moi, c'était vraiment une belle année. Puis son dernier match contre Gunther à Saturday Night's Main Event. Ouais. Pourquoi Saturday Night's Main Event? Ben, c'est un show qui représente un peu les États-Unis. C'est dans la capitale aussi, c'est à Washington. Ouais. Tout ça représente un peu le personnage de Cena, de comment a été basé le personnage de Cena de Never Give Up. Puis bon, après ça, ben, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Est-ce qu'il aurait dû passer, il aurait dû taper? Moi, je suis un gars qui dit qu'il avait fait de taper. TJ, il est plus sur le pass-out, mais au bout de la ligne, c'est sa décision. Là. Vous devez le faire gagner, ça aurait pu être cool aussi. Là. Non. Ouais. Non. Moi, je pense qu'il faut que tu perdes sur ton dos. Non, pas quand c'est un gars comme Cena. Là. Hogan, il n'aurait pas perdu son match. Ouais, puis tu le sais. Mais c'est ça. Cena, Hogan, c'est la même affaire. Ouais, mais c'est pas parce que Hogan ne veut pas perdre que Cena, là, a commencé son. Ric Flair, pour son dernier match, a gagné. Kurt Angle, son premier match, là, WWE. Kurt Angle, c'est le moment. On s'en souvient encore. Puis la fin, on va s'en souvenir tout le temps. Puis il a mis quelqu'un. Tout est parfait, man. Tout est parfait. Agree to disagree. Du début à la dernière. La première à la dernière goutte. Du premier au dernier match, c'est peut-être la carrière la plus swell que tu peux avoir. Chicken swell, ouais. Fait que c'était John Cena, mesdames et messieurs. Puis évidemment, il y a eu énormément de moments. T'as pas parlé des affaires plus importantes qu'il a faites, là? Comme quoi? Ben oui, sa carrière d'acteur. Ben, je t'ai rendu là. Ben oui, je t'ai rendu là. Sa carrière d'acteur, ben, il a commencé avec The Marine. On ne pensait pas ça allait faire grand-chose pour sa carrière. John Triton. Mais évidemment, il y a The Marine, il y a 12 Rounds, il y a Fast and Furious aussi. En 2009, je me trompe. Non, c'est un peu plus tard. Ça, c'est pas 2009, c'est un peu plus tard. 2020, c'est pas-tu? Ouais, c'est le 9e opus de Fast and Furious. Évidemment, ses plus grands rôles jusqu'à présent, ça va être la série Peacemaker. Il a joué dans Bumblebee, ouais. Bumblebee, c'est ça. Il a joué dans Cock Blockers aussi, la comédie, là. Ouais. Une couple de bonnes comédies. Daddy's Home 2, là, où c'est le père du... où est-ce qu'il y a Mark Wahlberg à la fin, le conflit. Ah oui, c'est vrai, c'est bon, ça. C'est bon, ce film-là. Le gros tatou dans... C'est là qu'il y a un gros tatou dans... Ouais. Puis il y a un film aussi avec Tina Fey puis Amy Poehler aussi qui est dedans, là, où c'est un gars... Ouais, c'était ce film-là. Fait que c'est rendu, évidemment, un personnage important de la pop culture aujourd'hui. Il a sorti un album aussi. Il a sorti un album en 2005, j'en ai pas parlé, mais de rap. C'est quelque chose qu'il ne va plus jamais refaire, là, c'est à saisir. Ouais. Je l'avais de cela en plus. Il est bon, pour vrai, sans joke, là, il est vraiment bon. Ma chanson préférée, moi, c'est Batman. Là. Ouais, Batman, ouais. Mais l'autre jour, je scrollais sur Spotify, puis je l'ai vu l'album, je l'ai mis dans ma playlist. Don't mess with Don Cena, I'm a bad man. Ouais, c'est bon. Je vais mettre ça là à la fin du podcast pour l'audio. Ok, parfait. Je suis content. Juste pour toi. Puis, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous aimez notre nouvelle intro? Vous aimez ça? C'est une nouvelle intro, hein? On ne l'a pas dit, mais on a commencé avec une nouvelle intro. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Ok, c'est ça. On ne l'a pas dit. Mais c'est ça pareil. Parfait. Tu me feras écouter après. Ben oui, tu le sais. Ah, ok, ouais, parce que tu n'as pas écouté la version. Hein. Ah, j'ai pas écouté la version finale. Là. C'est la même version, c'est juste sans l'affaire que tu n'aimais pas. Là. Évidemment, il fallait que tu n'aimes pas quelque chose. Évidemment. Mais là, je m'excuse, mais tu m'as demandé mon opinion. Je l'ai donné, excuse. Fait que c'est ça, Cena est un acteur maintenant temps plein. Il a signé un contrat de 5 ans avec la WWE aussi comme ambassadeur. On va le voir en caméra puis en arrière de la caméra. Moi, je pense qu'on va le revoir premier road. On va après. Pas dans un ring. Oui, on va le revoir dans un ring. Absolument. Le plus que tu vas le voir sur Hall of Fame, c'est tout. Non, il va faire un speech dans un ring, il va être en Arabie, il va être partout. Le Hall of Fame, c'est dans un ring qu'ils le font à Star, là, non? Tu sais ce que je veux dire, arrête de niaiser. Non, ça n'arrivera pas. C'est pas il n'y aura pas en Arabie. Il va peut-être une promo à Raw ou en SmackDown à un moment donné. Non. Oui. Non. Vas-y, quoi? On gage quoi?
Agree to disagree. Monster. Non, c'est pas vrai. C'est un monster. C'est ça. C'était ça, en gros. Suicide Squad aussi, il a joué dans Suicide Oui, c'est Squad vrai. aussi. Mais c'est pas là que le Pacemaker il sort, c'est pas dans ce film-là? Oui, exact. Ouais. Il a joué dans le Fast and Furious 9 et 10. J'ai-tu d'autres choses? Pas mal ça. On n'a pas parlé de son combat contre Roman Reigns, mais il y a eu un combat contre Roman Reigns au début de la Bloodline qui a fait en sorte un peu que c'est le début de Heel Roman Reigns là, qui a aidé aussi à solidifier. Mais il y avait eu un match avec Cena puis Roman Reigns quand Roman c'était Big Dog, là, puis tout, là. Ouais. Tu sais, non, mais c'est pas, parce que je me rappelle quand il avait fait la promo battle entre les deux, Cena avait mangé tout cru Roman Reigns dans ce temps-là. Là. Je m'en souviens pas. Ah, Oui. Ah ouais, Ok. pour vrai, il avait mangé tout rond là, dans ce promo-là. Puis évidemment, c'est en tant que Roman Reigns, c'est le Big Dog, c'était pas comme aujourd'hui. Là. Mais pour vrai, c'est un mini burial quand même. Ouais. Fait que c'est ça. Puis non, pour vrai, c'est un gars controversé, une belle carrière, un gars de compagnie, un des meilleurs champions heavyweight, comme j'ai dit. C'est pas mon préféré, mais puis tu sais, on reparlait de top 10 l'autre fois, puis que je t'avais envoyé à mauvaise liste, là, mais ouais, je le mets dans mon top 10 of all time. Pour les raisons. L'ensemble pas de pour l'œuvre. in-ring, pour l'ensemble de l'œuvre. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Fait que c'est ça, John Cena. Tu as quelque chose d'autre à rajouter sur John Cena? Ton match, le moment préféré de Rumble, on se l'a dit. Ton match préféré? C'est ça un match qui. Holy shit. Le match contre AJ Styles, que pour la plupart, c'est le match de l'année cette année. Mais le match contre Cody à SummerSlam, oui. Là, mais sinon, dans ces vieux matchs, moi j'avais bien aimé contre Sean à WrestleMania 23. Je trouvais que c'était vraiment bon. Il y a une couple de matchs, là, des matchs de stipulation, genre I Quit, même, mais des fois, il faisait des bonnes affaires, des bons bloodbaths, des bons brawls, mais sinon, les deux matchs, je te dirais, c'est contre Sean à WrestleMania 23 puis contre Cody à SummerSlam. Là. Vraiment les deux matchs qui me viennent en tête là. Le Last Man Standing contre Edge. Pas le Last Man Standing, c'est le TLC. Le TLC, ouais, ça peut être là-dedans, oui, c'est sûr. Mm-hmm. Il y en a plein, là. Il faudrait que j'aille la liste des matchs de Cena devant moi pour rafraîchir la mémoire, mais vite de même, je te dirais que c'est deux matchs-là qui. Puis le TLC aussi, là, remarque, là, mais c'est trois matchs-là. Évidemment, allez voir le Best of Series, le 5 Series contre Booker T. Je sais que c'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais puis Carlito aussi dans le temps. C'était vraiment une bonne run au début aussi. Là, fait que, il a bien commencé et il a très bien terminé et il a fait tout ce qu'il devait faire in between. Ouais. Thank you, John. Oui, exact. You can see us au podcast Puis, la semaine prochaine, John Cena. Si jamais tu veux nous parler sur le podcast, on est ouvert. Très ouvert. On parlera pas de Nikki Bella. J'aimerais ça, mais bon. T'aimes-tu mieux, mettons, là, je te donne le choix, Nikki Bella ou sa femme en ce moment, qui tu prends? Voilà, Nikki Bella, mais c'est pas parce que l'autre est pas belle. Là. Je sais qu'elle s'appelle. Là. Je l'ai pas vu assez non plus, sa femme, pour te faire une idée. Là. Nikki elle n'est Bella. Pas dans le business, rien. Elle a vraiment un métier très humble. Oh ouais, puis t'es tout le temps là pour ça. Tu penses qu'elle est là pour toutes ses ranges, à peu près, je te dirais, dans toute sa run, final run, ouais. C'est correct, c'est fun pour lui. Puis, évidemment, là, il disait souvent que faire une famille, ça ne tentait pas vraiment parce qu'il n'avait pas le temps à consacrer à ses enfants. Mais là, je pense que. Vas-y, John, fais-en un. Pourquoi pas? Je pense que sa femme, elle le mérite. Là. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, pareil. Un bout, ben, 5 ans. Après Nikki Bella, à peu près. Mais oui, pour vrai, ce serait très fun d'avoir. On ne sait jamais. Peut-être que s'il fait un gars, peut-être qu'on va avoir un autre John Cena dans les pattes pendant 20 ans après. On ne sait jamais. Là, évidemment, le visage de la WWE en ce moment, c'est un peu Roman Reigns, là, mais est-ce que, mettons, le prochain John Cena. Faut que tu sois présent plus qu'une journée sur 50 pour avoir la face de la place. Là. Moi, je pense que Reigns est plus la face que Cody Rhodes, mais ça, c'est. Non. C'est qui le prochain après? Le prochain. Je parle pas de Cody Rhodes. Là. Y a-t-il un John Cena dans ta boule de cristal? Ben, le choix Rob Breaker? Ouais, c'est le choix via, je te dirais, mais comme Cena, c'est tough. Là. C'est vraiment tough. Mais je te dirais, Braun Breaker. Ouais, parce qu'il faut que tu sois in and out de ring, il faut que tu sois quand même. Ouais, il faut que tu sois quelqu'un sans faute. C'est ça. Sans reproche. Aucun regret.
Fait que merci, John. The final time is now. Fait que là, on est prêt pour les prochains rendez-vous. Mon cher TJ, je vais te laisser parler de ça parce que je commence à avoir mal à la gorge. Bien sûr, je peux faire ça. La semaine prochaine au podcast, si tout va bien, on va avoir la visite de M. Alfredo Crescendiano pour parler de Rumble 1997 avec en vedette Shawn Michaels qui va affronter Sid dans le main event. Aussi un Royal Rumble match avec, pour vrai, beaucoup de monde parle des Rumble 92, Rumble 2002, enfin, même, mais Rumble 97 là, en Star Power, là, surtout pour qu'est-ce qu'on sait dans le futur avec ces lutteurs-là, c'est vraiment un des plus gros. Fait que manquez pas ça la semaine prochaine au podcast avec Alfredo, possiblement. Et la semaine d'après, on va aller en 99 pour le contrat totalement avec M. Vince et Austin dans le Rumble 1 et 2, avec Austin premier et Vince deuxième. Et aussi, ce que vous savez tout, est le show, où il y a le I Quit match entre The Rock et Mankind. Fait que voilà, on va parler de ça bientôt. Et évidemment, bien sûr aussi, allez voir le podcast qu'on a fait en audio la semaine passée, il y a quelques semaines avec Brett contre Shawn Michaels, avec tous les matchs en revue, un après l'autre, avec des excellentes revues aussi de Bruce Pritchard, de Bruce Hart, Vince Russo et de Raymond Rougeau. Et bien sûr, dans 2 jours, ne manquez pas le retour à travers la table en direct sur YouTube, Facebook et Twitch. Fait que manquez pas ça. Retour dans 2 jours à travers la table. Ouais, et évidemment, on espère aussi qu'on va vous retrouver pour l'année 2026 au complet et que vous allez avoir autant de plaisir à nous suivre. Je sais qu'il y a des auditeurs qui nous ont envoyé des messages. La bouteille. Bouteille d'eau, ouais. Combien de par... Beaucoup de quoi tu veux dire? Combien de litres d'eau par jour? Tu peux de boire un 4 litres d'eau par jour. Ben là, j'ai une bouteille de même, c'est quoi? Je sais pas. C'est que c'est une bouteille. 900 millilitres. Il faudrait que tu bois au moins 2-3 autres shots demain. On verra, là, c'est pas très bon de l'eau. Non, hein, mais c'est bon pour la santé. Il faudrait que tu arrêtes le coke puis tout ça. Là. Pas la coke, mais le coke. Mettons tes affaires, tu gars. Fait que 2026, on espère que vous allez être encore présents. On espère que vous allez avoir du fun avec nous autres. Puis, comme je disais tantôt, merci aux auditeurs qui nous envoient des messages en privé. Ouais. Il y en a qui sont plus à l'aise de le faire en privé. Il y en a qui le mettent sur la page. Fait que tant mieux. Ça sera nous autres pareil, fait que c'est correct. C'est ça. On va continuer à s'amuser. Puis, fait que c'est ça. C'est ça qui est The best is yet to come. Toujours. 2026. Ouais. Comme dirait Ginette, un peu plus haut, un peu plus loin. Ouais. Hey, pourquoi j'ai plus le. Ok, c'est là. C'est bon, allez-y. Fait qu'on finit ça de la même façon. Y a-t-il des changements pour la finition du podcast cette année, non? En veux-tu? Non. Non, parfait. Fait que merci d'avoir été là, Marco, pour la vidéo de John Cena. C'est intéressant comme d'habitude. Et merci d'avoir été là, tout le monde, pour le podcast. On se voit la semaine prochaine. On se voit dans 2 jours pour travailler à la table et la semaine prochaine pour Rumble 97. Mais d'ici là, n'oubliez pas, c'est important. Allez, bah!